l'École nationale supérieure de mécanique de Nantes en 1973, devenue École centrale de Nantes, du groupe des écoles centrales Supélec. Il entre rapidement à EDF au service de la production, puis du département maintenance, chargé de l'analyse du retour d'expérience des centrales nucléaires pour en élaborer les programmes de maintenance. Il en devient le chef en 1995. Nommé directeur technique du parc nucléaire, il traite des stratégies industrielles mises en œuvre pour faire face aux problèmes techniques des centrales et garantir leur durée de vie. C'est bien le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. À ce titre, il défend les solutions retenues par EDF auprès des autorités de sûreté, gère les échanges avec les constructeurs et exploitants étrangers et informe le public. En 2001, il est directeur des programmes et recherches à EDF R&D et fonde le Material Aging Institute avec les exploitants américains et japonais, ce qui veut tout dire sur ses compétences en vieillissement des matériaux des centrales nucléaires. En 2010, il est conseiller technique à la direction d'EDF pour prendre en 2014 une retraite bien méritée. Parallèlement, il est expert auprès de l'ASN, de la Commission européenne et de l'AIEA, et il apporte un témoignage dans de nombreuses écoles d'ingénieurs. Il a publié, il y a peu de temps, un livre « La maintenance des centrales nucléaires » chez l'éditeur Lavoisier. Bien ça. Jean-Pierre Hutin est donc bien la personne la mieux placée pour nous parler aujourd'hui du thème de la durée d'exploitation des centrales et de leur maintenance. Alors on prévoit 2 heures en tout, peut-être 1 heure d'exposé, ça vous va? Oui, à peu près. Et puis 1 heure de questions-réponses avec la salle, à la suite de l'exposé. Et après, un pot amical pourra prolonger les échanges. Juste une info, la prochaine réunion mensuelle de Centrale Énergie sera le 22 février, sur les réponses à apporter à la nécessité de maintenir le réchauffement global de la planète par un expert de l'AIE. Je vous remercie et bonne conférence. Bonjour, Jean-Pierre Hutin, je me suis présenté, donc je vais pas recommencer. J'ai fait toute une bonne partie de ma carrière à la Produc, comme on dit à EDF. Et je vais vous parler de la durée d'exploitation des centrales nucléaires. Avant, on disait la durée de vie, puis alors maintenant, il y a tout un tas de discussions, de sémantique. Il faut dire durée de vie, il faut dire durée de fonctionnement. Et alors, comme je ne cède pas facilement à la pression, j'ai décidé que je dirais, moi, durée d'exploitation. Puis il y a le mot exploiter, ce qui me paraît plus représenter la réalité que simplement fonctionner. Alors, je me permets de mettre ça en route. Voilà. Alors, normalement, l'exposé, je voudrais commencer, mais là, j'ai un petit problème, c'est que je ne sais pas ce que vous savez de ce que c'est qu'une centrale nucléaire, de comment ça fonctionne et de comment c'est fait. Donc, normalement, il y a quelques slides, comme on dit en français, pour exposer ça. Alors, évidemment, je vois dans l'assistance un certain nombre qui savent déjà ça au moins aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Donc, je ne sais pas, je vais le rappeler. Et puis même pour ceux qui ont déjà passé 40 ans de leur vie dedans, après tout, on ne sait jamais, je ne peux pas m'empêcher de mentionner la présence devant moi, alors j'en suis tout retourné, de Pierre Carlier, qui fut mon patron pendant longtemps, qui était patron du parc, et je ne le dis pas sans aucune flagornerie, pour moi, parce que j'en ai vu passer un paquet quand même des patrons du parc, nettement le meilleur. Donc là, c'est trop. Bon, j'en ferai un peu moins la prochaine fois. Allez, on y va. Alors, d'abord, je ne vais pas parler de centrale, je vais parler de tranche. Alors, des petits problèmes de vocabulaire, c'est pas un vocabulaire du sens courant. Une tranche, c'est une installation de production d'électricité autonome. Hein. Et sur un site, il peut y avoir 2 tranches, 4 tranches ou 6 tranches. Là, vous voyez un site à 2 tranches, première que j'ai entourée en jaune. Et sur une tranche, il y a, pour faire simple, hein, évidemment, en 5 minutes, on ne peut pas rentrer dans le détail. Il y a une partie nucléaire, c'est celle que j'ai entourée en rouge, on appelle ça le réacteur ou la chaudière, qui va utiliser la chaleur émise par la réaction nucléaire pour produire de la vapeur. Donc c'est une machine à vapeur, d'où le mot chaudière. Et puis il y a la partie non nucléaire, que j'ai mise en vert, qui va utiliser cette vapeur pour faire tourner très classiquement une turbine qui entraîne un alternateur qui fait de l'électricité. Voilà, dans un grand hall qui s'appelle la salle des machines. Et puis derrière, il y a un nombre incalculable de systèmes qui sont là en auxiliaire. Donc des circuits auxiliaires, des circuits de secours, des circuits de sauvegarde, en particulier côté nucléaire. Hein. Ce qui pousse souvent à dire que dans une installation nucléaire, il y a 90% de l'installation qui ne fonctionne jamais. Tout ce qui est secours, sauvegarde, etc. Dont il faut quand même faire de la maintenance. Et faire la maintenance de circuits qui ne fonctionnent pas, pour être sûr qu'ils fonctionnent le jour où, c'est pas de la tarte.
C'est un peu comme la maintenance des extincteurs ou des systèmes anti-incendie. C'est pas complètement simple. Bon. Alors, un petit mot sur la réaction nucléaire, bien que ce ne soit pas essentiel pour le propos durée de vie. Hein, là, je rappelle que le combustible, c'est de l'oxyde d'uranium, au sein duquel se passent des réactions. C'est quoi cette réaction? En gros, pour faire simple, c'est un neutron qui frappe un noyau d'uranium et qui le casse, d'où le mot fission. En le cassant, ça produit deux choses. De la chaleur, celle qu'on va utiliser, et puis des neutrons qui eux-mêmes vont frapper un autre noyau, et blablabla, etc. Et c'est la réaction en chaîne. Alors cet oxyde d'uranium, il est placé dans des tubes qu'on appelle des crayons. Vous les voyez, alors attendez, il faut que je comprenne une fois pour toutes où est-ce qu'on appuie. Voilà, ici, hein, ces crayons, dans lequel il y a l'oxyde d'uranium, ils sont gros comme mon pouce, ils font 4 mètres de long. Ils sont assemblés, regroupés en faisceaux, 17 par 17 en général. C'est ce qu'on appelle l'assemblage combustible, en voilà un entier, et ces assemblages combustibles, il y en a 250, ou ça dépend des modèles, et ils sont entassés, si j'ose dire, dans la cuve, qui est ce gros bidon qui est là. Voilà. Et c'est ça qui forme ce qu'on appelle le cœur du réacteur, hein, la cuve étant un gros réservoir avec un couvercle qu'on peut ouvrir. Alors, avec ça, on en sait assez sur la réaction, donc ça c'est pas le bon bouton, je vais y arriver. Alors le fonctionnement, bon, il est classique, on a ici, c'est surtout pour bien qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire qui désigne les trois grands circuits. Le circuit primaire qui est là, c'est moi qui fais les boules là, avec la cuve, et le circuit primaire c'est ce qui est en jaune. Alors l'eau primaire, elle passe dans la cuve, elle va se réchauffer, elle rentre dans la cuve à 286 degrés. Elle va se réchauffer en passant dans le cœur grâce à la chaleur produite par la réaction, et elle va prendre 40 degrés. Donc elle va ressortir à 320 degrés à peu près, et elle va aller dans cet appareil-là qu'on appelle générateur de vapeur. C'est un échangeur de chaleur, dans lequel la chaleur du circuit primaire va être transférée à travers la paroi des tubes au circuit secondaire. Voilà. Et puis l'eau du primaire, une fois qu'elle a cédé sa chaleur, eh bien, il y a une pompe qui la renvoie dans la cuve. C'est un circuit fermé. Côté secondaire, ici, le circuit secondaire, circuit en bleu. L'eau arrive ici, dedans, elle reçoit la chaleur venant du circuit primaire, au point qu'elle va se vaporiser, ça fait de la vapeur part sur la turbine, qui entraîne l'alternateur. Une fois qu'elle est passée sur la turbine, cette vapeur, il faut la recondenser pour la réutiliser, donc on la fait passer dans un condenseur, de façon à ce qu'elle redevienne liquide avant de repartir dans le GV. GV, générateur de vapeur. Alors, pour refroidir la vapeur, il y a un troisième circuit, qu'on aurait dû appeler circuit tertiaire, comme ça tout le monde aurait compris, on l'appelle circuit de refroidissement. C'est un peu idiot, parce qu'ils servent tous à refroidir, mais enfin, voilà, c'est celui-là qu'on appelle comme ça. On dit aussi circuit d'eau brute, ça fait peur, brute. C'est de l'eau qui vient du milieu naturel, et qui va passer dans le condenseur pour refroidir la vapeur. Je vais revenir juste après là-dessus. Non, j'en ai dit assez là pour là. Alors, ce circuit de refroidissement, le troisième, il peut être ouvert ou fermé. Alors, il y a des tranches où c'est un circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on prend l'eau dans la rivière ou dans la mer, on la fait passer dans le condenseur pour qu'elle refroidisse la vapeur, et on la rejette directement dans le milieu naturel. Un peu plus chaude, évidemment, quelques degrés de plus. Bon, alors les poissons qui sont juste à la sortie, ils sont contents, et puis au bout de quelques dizaines de mètres, ça se voit plus du tout. Donc il n'y a pas d'influence notable sur le milieu. Et puis, il y a des centrales où le circuit il est fermé, c'est-à-dire que l'eau, après être passée dans le condenseur pour refroidir la vapeur, on va la recycler. Mais pour ça, il faut la refroidir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'amène dans ces grandes tours qu'on appelle des aéroréfrigérants, qui sont des échangeurs eau-air, et l'eau, on va la laisser tomber en pluie. Et les gouttelettes, simplement en tombant au contact de l'air, vont se refroidir. En bas, on les recueille et hop, on le renvoie dans le condenseur. Donc ce qui sort de ces aéroréfrigérants, ce qu'on appelle le panache, c'est tout simplement de la vapeur d'eau. Voilà. Alors, là, j'ai quelques exemples. Donc le site, c'est géographique, c'est l'endroit où il y a des tranches. Hein. Alors, on appelle ça un CNPE. Centre nucléaire de production d'électricité. Voilà. Ici, il y en a un à deux tranches, mais avec des aéroréfrigérants. Là, vous en avez un à deux tranches. Hein. J'ai à chaque fois entouré un bâtiment, la chaudière et puis la salle des machines. Vous voyez qu'ici, la salle des machines, elle est radiale par rapport au cercle que forme le... Pardon, oui, c'est moi qui cogne dedans. Merci. Là, je vais me mettre plus sur le côté, comme ça, si je tombe, ça vous fera rire. Non.
Et la salle de machine est radiale par rapport au cylindre, et là elle est tangentielle. Bon, il y a les deux formes, et puis après j'en ai une avec 4 tranches et les 4 groupes turbo-altérateurs dans le même hall, et puis ça, on connaît tout de suite Graville, puisque c'est la seule qui a 6 tranches. On voit les 6 bâtiments avec les réacteurs, et puis 2 grandes salles des machines. Alors, le circuit primaire, tout à l'heure j'ai expliqué, cuve, générateur de vapeur. Alors, c'est arrangé comment? Tout à l'heure c'était un schéma fonctionnel. En fait, il y a une cuve, mais il y a 3 générateurs de vapeur sur une tranche de 900 MW. Alors, chaque générateur de vapeur est relié à la cuve par une tuyauterie qui amène l'eau primaire ici, où elle va céder sa chaleur. On redescend là, il y a la pompe primaire qui renvoie dans la cuve. Et vous avez 3 boucles. Et puis, il y a des centrales qui ont 4 boucles, c'est installé de la même façon, les tranches 1300 et les tranches 1450. Alors, comme j'ai déjà beaucoup parlé du GV et que je vais encore en parler, voilà à quoi il ressemble cet appareil. Donc c'est une enceinte, une enveloppe, avec à l'intérieur des tubes en U qui sont renversés, tubes en U qui sont vers le bas, plantés là dans une plaque tubulaire. L'eau primaire arrive là, passe dans les tubes, à l'intérieur, et va ressortir comme ça. L'eau secondaire, elle, au contraire, elle est dans le GV, mais à l'extérieur des tubes. Elle va arriver par ici, descendre le long de la coque, remonter à travers le faisceau, où elle va prendre la chaleur du circuit primaire et se transformer en vapeur. Un petit cyclone, des petits bazars pour sécher la vapeur, et pour qu'elle soit de meilleure qualité avant de partir sur la turbine. Voilà. Et puis j'ai mis en bas, oui, sans oublier les très nombreux circuits auxiliaires, circuits de secours, circuits de sauvegarde. Je l'ai déjà dit, mais je ne le redirai jamais assez, connectés au circuit primaire. Alors, dans le bâtiment réacteur, c'est arrangé comment? Alors, le bâtiment réacteur, c'est un grand cylindre en béton. Il y a un plancher de service qui est à mi-hauteur. Au-dessus, il n'y a rien. Quasiment rien. Sauf, en gros, le pont polaire qui sert aux manutentions. Tout est tassé en dessous. En particulier, on voit la cuve, là. Et si on regarde une photo, voilà ce que ça donne, vu d'en haut. On voit le plancher de service, il y a juste les GV, le haut des GV qui émerge parce qu'ils sont trop hauts pour tenir en dessous. Et là, on voit une cavité que j'ai représentée en orange, c'est une piscine. Et vous voyez que la cuve, elle a son ouverture qui est juste au niveau du fond de la piscine. Là, la piscine est vide, et ce qu'on voit ici, c'est le haut du couvercle. Alors pourquoi il y a une piscine? Parce que quand on veut manutentionner les assemblages combustibles, pour les amener ou pour les retirer, il faut le faire sous eau. Donc la technique, ça consiste à remplir la piscine, ouvrir le couvercle, sortir les éléments combustibles pour les amener par ce tube dans le bâtiment d'à côté, et puis amener les nouveaux. Alors quand c'est en photo, voilà ce que ça fait. Et vous voyez que là, le couvercle de la cuve n'y est plus, elle est en dessous du fond de la piscine, et on distingue les éléments, les assemblages combustibles au fond, et on voit cette machine orange qui, avec son grappin, vient chercher un assemblage combustible, le sort, et va le balader sous eau pour l'envoyer dans le bâtiment d'à côté. Voilà pourquoi il y a une piscine. La salle des machines, bon, là, il n'y a rien de très nouveau. Il y a une turbine avec un corps haute pression et 2 ou 3 corps basse pression et des sécheurs surchauffeurs entre les deux pour améliorer le rendement. Au bout, il y a l'alternateur. Voilà, ça ressemble à ça, dans un hall industriel ordinaire. Là, on voit un corps basse pression qui est ouvert pour maintenance. L'alternateur est ici, les 3 corps basse pression sont là. Le corps haute pression, on ne le voit jamais parce qu'il est tout petit, il est toujours caché par les tuyaux. Alors, on va commencer à parler de la vie maintenant. Alors, avant de penser à la fin de la vie, on va déjà voir c'est quoi la vie d'une tranche en exploitation. Alors d'abord, une tranche nucléaire, ça fait pas de mal de le rappeler, c'est pas fait pour faire des neutrons, même si on les utilise, c'est fait pour fonctionner et produire de l'électricité. Et si possible, en continu. Donc ça, c'est quand même, voilà. Autrement dit, c'est des usines, c'est pas des laboratoires. Cela dit, il faut quand même l'arrêter à intervalles réguliers pour remplacer une partie du combustible. Donc on l'arrête pour remplacer le combustible tous les 12 à 18 mois. Autre aspect important, quand une tranche fonctionne, quand elle produit, c'est très difficile de faire de la maintenance, pour 1 milliard de raisons. Bon. Les seuls cas où on en fait finalement, c'est quand on est obligé, parce qu'il y a un incident, une avarie, et il faut arrêter la centrale. C'est un arrêt fortuit. Mais ça coûte très cher. Du coup, on va s'efforcer de faire toute la maintenance pendant les arrêts qui sont de toute façon nécessaires pour renouveler le combustible. Donc, ça s'appelle les arrêts de tranche. Voilà. Un arrêt pour renouvellement du combustible et maintenance, comme je viens de le dire, ça dure entre 30 et 50 jours normalement.
tout se passe à peu près bien, et tous les 10 ans, on en fait un beaucoup plus long, pour faire des grosses opérations qui demandent du temps, dont je parlerai par la suite. Voilà. Pourquoi on parle de arrêt décennal. C'est l'arrêt tous les 10 ans. Alors, cette vie, ça a l'air formidable. Pourquoi on ne fait pas ça pendant 3 siècles? Qu'est-ce qui peut menacer la durée de vie d'une centrale nucléaire? Alors, je vous ai fait une liste à la Prévert, vous la partagez ou vous la partagez pas. Hein, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. D'abord, une limite réglementaire qui pourrait bloquer la vie. La fin de vie technique d'un composant qu'on ne saurait pas remplacer. Et là, on est planté. Des gros matériels qui sont remplaçables, mais qu'il faudrait remplacer sur toutes les tranches en même temps. Et ce qu'on ne saurait pas faire pour des raisons industrielles. Parce que ça voudrait dire arrêter toutes les tranches en même temps, plus d'électricité en France pendant 3 mois. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Quelle autre menace? Des coûts de production prohibitifs, comparés aux autres moyens de production. Effectivement, on ne prendra plus le nucléaire. Une absence de soutien industriel. Il faut des fournisseurs pour les pièces de rechange, pour les services, il faut des prestataires, donc il faut qu'ils survivent. On y viendra. Hein. Toutes ces menaces, on va les traiter, hein, bien sûr. L'absence de gens compétents. Changement des règles du jeu. Hein, c'est un peu, voilà, si tout d'un coup on déclare que maintenant un bâtiment réacteur, ça ne doit plus résister à la chute de 1 avion, mais de 4 avions à la fois, on ne sait pas faire. Changement dans l'environnement de la centrale. Vous avez vu qu'il faut de l'eau dans le milieu naturel, il faut une source froide. Bon. Alors dans la mer, de l'eau, il y en a à peu près toujours. Dans les rivières, prenez la Loire, c'est pas toujours le cas, donc on en parlera. Et puis le dernier point, la perte de confiance du public. C'est vrai que dans les pays où le public devient très majoritairement antinucléaire, ça devient un peu compliqué à exploiter. Alors dans ces cas-là, les politiques, comme ils ont le souci des électeurs, ils feront des lois de sortie du nucléaire. Alors après, est-ce qu'on les ferme vraiment ou pas? Si vous regardez les pays qui ont fait des lois de sortie du nucléaire, bon. Et puis, décision politique, voilà, il y en a eu en France, hein, on peut dire que Cress-Malville, la fermeture de Cress-Malville, c'est une décision politique. Bon, après, savoir si c'était une catastrophe ou pas, ça, je ne m'arrêterai pas à le dire. Alors, on va tout de suite traiter le premier point, le point de vue réglementaire. Alors, aux États-Unis, je commence par les États-Unis parce que c'est là qu'il y a les tranches les plus anciennes, il y a une durée de vie réglementaire, ou plus exactement, il y a une licence qui est accordée, non pas à la centrale, mais à son exploitant. C'est-à-dire l'exploitant, il a une licence d'exploitation pour une durée donnée. Et au départ, ça a été 30 ans, ou le plus souvent 40 ans. Bon. Mais l'exploitant a le droit de demander une prolongation de cette licence. Et il ne s'en prive pas. Et toutes les centrales... Alors pour ça, il faut fournir un dossier qui démontre que c'est acceptable, avec des méthodes et des critères qui ont été fixés par l'autorité de sûreté. Hein, vous allez voir pourquoi j'ai souligné après. Et il faut noter que tous les exploitants qui ont des tranches anciennes ont demandé leur prolongation et l'ont obtenue. Alors j'ai précisé à niveau de sûreté constant. Pourquoi? Parce que au moment où on prolonge la licence, l'autorité de sûreté, la NRC, ne demande pas qu'on augmente le niveau de sûreté. Il demande simplement qu'il reste constant par rapport à ce qui était à l'origine. Pourquoi je le précise? Parce que ce n'est pas pareil en France. Alors, en France, il n'y a pas de limite réglementaire fixée à l'origine. Dans les décrets d'autorisation des centrales, il n'y a pas de durée marquée. Il n'y a pas de durée. Et dans la loi, il n'y a pas de durée non plus. À la place, il y a un processus d'amélioration continue qui consiste à se reposer la question tous les 10 ans, c'est ce qu'on appelle le réexamen de sûreté, dont on reparlera. Sur la base de réexamen de sûreté, on va décider, alors c'est l'autorité de sûreté, si une tranche peut être exploitée 10 ans de plus ou non. Voilà. Ce processus, il a lieu tous les 10 ans. Donc à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Tant qu'on a l'autorisation pour 10 ans de plus, on y va pour 10 ans de plus. Alors au début, ce processus, il a été mis en place par une espèce d'accord tacite entre l'autorité de sûreté et EDF. Ce n'était pas écrit dans la loi. Et puis comme c'était plutôt, tout le monde a trouvé que c'était une bonne pratique, la loi TSN, la grande loi qui couvre le nucléaire, qui est de 2006, donc assez récente, a entériné cette pratique qui maintenant est devenue une obligation légale, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis dans les autres pays que les États-Unis et la France, on rencontre soit l'un soit l'autre. Voilà.
En gros, c'est les deux grands modes de gestion de la durée de vie d'un point de vue réglementaire. Alors, qu'est-ce qui peut interrompre la vie d'une centrale nucléaire? J'ai entouré ici, dans la liste à la Prévert des menaces, j'ai entouré ces 5-là. La fin de vie technique des composants non remplaçables, les points d'accumulation de gros travaux qu'on n'arriverait pas à gérer, les coûts de production, absence de soutien industriel, absence de gens compétents. Pourquoi j'ai souligné ça? Parce que, en gros, ce sont toutes les menaces internes à l'activité de l'exploitant. C'est-à-dire, c'est des menaces, les parades à ces menaces sont plus ou moins à la main de l'exploitant, c'est à lui à faire. Le reste, c'est beaucoup plus extérieur. Alors, il peut y faire quelque chose aux décisions politiques, voilà. Mais ça, c'est vraiment le cœur du métier de l'exploitant. Hein. Et j'ai appelé ça, c'est la durée pendant laquelle on peut exploiter la centrale en toute sécurité et produire de l'électricité à un prix compétitif. Hein. Donc, c'est surtout de cela que l'on va parler. Vu de l'exploitant, ces 58 réacteurs, enfin, si on est en France, c'est un capital qu'on peut gérer de plusieurs façons. C'est comme votre voiture. Hein, Peugeot fabrique un modèle de voiture, mettons la 3008, en visant une durée de vie moyenne, mettons qu'il vise 10 ans, il ne vous le dit pas, hein, mais mettons qu'il vise 10 ans, bon, c'est la moyenne. Mais si vous conduisez comme un sauvage, ça ne va pas durer 10 ans. Inversement, si vous la conduisez soigneusement et que vous l'entretenez soigneusement, elle va sans doute durer plus de 10 ans. Pour l'exploitant, c'est la même question. Il a un capital, 58 réacteurs, est-ce qu'on va l'exploiter à fond la caisse pour que ça rende plein de fric en 10 ans, puis après, basta, on verra, ou est-ce qu'on va jouer plutôt dans la durée? Alors, ce qu'on peut dire, c'est évidemment, en France, on joue plutôt la durée, et c'est le cas de tous les exploitants du monde. J'en ai rencontré beaucoup, même dans les pays les plus libéraux, supposés libéraux, où soi-disant c'est la finance et les actionnaires qui font la loi. Même dans ces pays-là, on peut dire que les propriétaires de centrales nucléaires, quand ils ont mis 3, 4, 5 milliards à construire, d'euros pour construire un truc, c'est pas pour s'en servir que pendant 3 ans. Donc tout le monde fait ce choix d'une exploitation plutôt en douceur pour durer le plus longtemps possible. Mais alors, d'où vient ce chiffre de 40 ans dont on nous bassine les oreilles? Bon, alors je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Au départ, ça c'est dans l'arrêté de 1974 sur la conception des chaudières, le concepteur, en l'occurrence c'était Framatome, pour parler en ancien franc, doit montrer que les matériels de la chaudière se comporteront bien, qui ne posent pas de problème, pendant toute la durée de vie de la tranche, en tenant compte des différents mécanismes de vieillissement, l'usure, la fatigue, la corrosion, etc. Pour faire une telle démonstration, faire les études qui vont avec, il fallait bien que le concepteur fasse une hypothèse à la fois sur la façon dont la chaudière allait être exploitée par le futur exploitant, et puis pendant combien de temps. Et il a fait l'hypothèse de 40 ans d'exploitation, dans des conditions données. Avec ça, il a fait ses études pour démontrer que tout irait bien. Alors bon, tout irait bien, tout n'a pas été non plus très bien, parce que les études ont parfois eu des points faibles. Mais il a fait ce travail-là. Rien n'interdit à l'exploitant de refaire ses études, en plus enrichi des connaissances nouvelles qu'on a accumulées depuis 40 ans, mais en prenant comme hypothèse 60 ans. Voilà. Autrement dit, c'était une hypothèse, rien n'empêche de recommencer avec une autre hypothèse. Autrement dit, à 40 ans, normalement, d'après le dossier de conception, tout va bien, mais c'est pas pour autant qu'à 40 ans et un jour, tout se déglingue. Simplement, Framatome ne va pas regarder au-delà de 40 ans. Enfin, EDF va regarder. Si les études concluent positivement, c'est-à-dire que les critères de sûreté sont respectés dans une projection à 60 ans, eh bien tout va bien. Et s'il y a des matériels pour lesquels les études, dans cette projection à 60 ans, concluent négativement, eh bien on les remplacera. Donc il n'y a pas, de ce point de vue-là, on voit bien que 40 ans n'est pas une limite. Alors vous avez vu que vous avez peut-être remarqué pour certains, j'ai dit on les remplace, vous avez peut-être en tête qu'il y a des matériels non remplaçables, donc il faudra quand même en parler d'une façon un peu particulière, ça viendra plus tard. Alors mieux que ça, l'exploitant, s'il n'est pas idiot, il peut conduire son installation dans des conditions plus douces que ce qui était prévu au départ. Des transitoires moins sévères, des transitoires moins nombreux, un conditionnement chimique amélioré sur la base des connaissances accumulées. Et ça, en conduisant l'installation plus doucement, ça permettra d'en avoir un usage plus long.
Alors, je donne un exemple là, c'est tout bête, hein. On a là les transitoires de conception pour une variation de puissance de la chaudière. En rouge, c'est la variation de la température branche chaude, et en bleu, la variation de la température branche froide. Bon, vous voyez qu'il y a une rampe de température assez violente, et la réalité de l'exploitant EDF, c'est ça. Une pente moins raide en variation de température, c'est des contraintes thermiques plus faibles, c'est donc un facteur d'usage en fatigue plus faible, et donc c'est des années d'exploitation en plus vis-à-vis de la fatigue. Bref, voilà le genre de mesures qui ont été prises. Et évidemment, ça n'a d'intérêt que si on y pense très tôt. Or, dès les années 80, EDF avait un projet durée de vie dans lequel on réfléchissait à qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite pour économiser l'installation, pour la prolonger au-delà de 40 ans. Parce que c'est comme la santé. Si vous commencez à vous préoccuper de votre santé à 95 ans, bon, c'est votre droit, mais je veux dire, ça va avoir une efficacité relative. L'idéal, c'est de s'en préoccuper dès son plus jeune âge. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce que dire beaucoup d'exploitants étrangers n'ont pas fait et regrettent. Mais quand c'est arrivé à 39 ans, qu'on se dit « Ah merde, si j'avais su, j'aurais fait des transitoires moins violents pour moins fatiguer mes matériels. » Ben oui, mais c'est trop tard, monsieur. Alors, là, je vais afficher la politique adoptée par EDF pour gérer ce capital que sont les 58 réacteurs qui sont ici, dont vous voyez ici l'histogramme des âges. Vous voyez qu'on a Fessenheim qui a 39 ans, les plus récents ont 17 ans, et puis on voit que les autres, au fur et à mesure, vont arriver à ce 40 ans. 40 ans n'est pas une limite, mais c'est quand même un endroit où il faut avoir refait des études, puisque Framatome, vous n'avez pas fait. Hein. Quand j'ai dit tout à l'heure le 40 ans, je ne dis pas que le 40 ans, c'est rien. Je dis que ce n'est pas une limite infranchissable. Simplement, ça nécessite de reprendre des études. Alors, comment on gère le capital? Première chose, donc je l'ai déjà dit, une politique qui a été adoptée dès les années 80 pour gérer et exploiter au mieux le capital que représente la durée de fonctionnement. Objectif, dès les années 80, 60 ans. Alors, c'était interne à la maison. Il y avait déjà ce chiffre qui circulait. Il a circulé dans les années 80-90. Et tous les travaux qui ont été faits en recherche et développement étaient basés sur 60 ans. Après, il y a eu une petite période dont je n'ai pas le droit de parler, donc je vais quand même vous en parler, où il a été le langage, comment on dit, les éléments de langage officiels, on n'avait plus le droit de dire 60 ans, il fallait rester à 40 ans, pour faire de la place à des nouveaux réacteurs qu'on envisageait de construire. Et alors évidemment, si on commençait à dire que les centrales peuvent durer 80 ans, il n'y avait plus besoin de faire l'EPR. Alors voilà, donc il y a une petite période où on a dit non, vous dites 40 ans et on n'est pas sûr d'aller au-delà. Non, mais ça c'était de la com. Hein. En fait, tous les travaux techniques ont toujours visé 60 ans et maintenant visent 80 ans, puisque la R&D a un cran d'avance, bien sûr. Alors comment? Les 6 étages de la fusée. C'est une fusée à 6 étages. C'est pas fréquent, mais voilà. Premièrement, et ça c'est pour nous c'est très important dans le discours au sein de la division production, je dis nous comme si j'étais encore, bon tu me pardonnes, on n'en sort jamais vraiment. L'excellence dans l'exploitation et la maintenance au quotidien en intégrant la préoccupation durée de vie. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le redirai sûrement d'autres fois. Si vous voulez durer, c'est tout de suite qu'il faut s'en préoccuper. Avoir ça dans la tête. Quand vous faites de la maintenance, quand vous exploitez, quand vous décidez d'un conditionnement chimique, pensez à ce que ça fera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc ça, c'est un premier point assez important. Une démarche maintenance exceptionnelle pour anticiper les graves travaux et surtout pour éviter les points d'accumulation. Je vais les rebalayer, je suis trop long là-dessus parce que je vais y revenir. Réexamen de sûreté tous les 10 ans pour amener les centrales au meilleur niveau de sûreté. Une politique industrielle qui pérennise les fournisseurs externes, pour éviter de les perdre, une gestion qui garantit le maintien des compétences, et un programme technique d'amélioration des connaissances. Bon, on y va, on déroule ces choses-là. Excellence au quotidien, je l'ai dit, préoccupation durée de vie intégrée tout de suite, dès le début. La façon dont ça s'organise, c'est par une démarche d'amélioration permanente basée sur l'auto d'expérience. Donc on a au sein de la production, EDF, il y a des départements, des services qui sont chargés d'analyser tous les incidents, non pas pour les résoudre immédiatement, ça les centrales le font, puis il y a des opérationnels qui le font, mais pour réfléchir aux leçons qu'on peut en tirer sur l'avenir. C'est l'analyse des événements significatifs, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Et on en regarde les aspects techniques et non techniques. Et sur la base de ces analyses, on en tire des leçons qui deviennent des améliorations qu'on met en œuvre soit tout de suite, soit à l'occasion justement des réexamens décennaux. Ça va être la base des réexamens de sûreté tous les 10 ans. Autre point, des actions spécifiques pour minimiser ou maîtriser le vieillissement. Alors bon, il y a plein d'exemples, hein, les modes d'exploitation, la surveillance, j'ai parlé de la fatigue tout à l'heure, il y a l'amélioration du conditionnement chimique. Vous savez que les principaux problèmes qu'on a, c'est quand même de la corrosion. Donc qui dit corrosion dit solution par le conditionnement chimique, sauf que selon les matériels, il y en a qui veulent des pH élevés, d'autres des pH bas, d'autres des... Alors bon, il faut essayer de trouver si ce n'est le meilleur, du moins le moins mauvais. Et ça, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Un truc que beaucoup d'autres exploitants n'ont pas bien fait, c'est la collecte des données tout de suite qui seront utiles pour démontrer plus tard que l'exploitation peut être poursuivie. Il y a des exploitants américains qui arrivaient à 39 ans, ont demandé une prolongation de leur licence, et l'autorité de sûreté leur a dit, bah oui d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 39 ans? Est-ce que vous pouvez me faire un bilan de l'usage de la centrale depuis 39 ans? Et les gens n'avaient pas gardé grand-chose. Ils n'avaient pas gardé l'historique des incidents, des remplacements, etc. Et donc c'est vrai que c'est un peu difficile de faire un dossier pour dire qu'on peut aller au-delà de 40 ans si on ne sait rien de ce qui s'est passé avant. Voilà. Alors, je vais aborder cette question du vieillissement des matériels qu'on a déjà là évoqué. Malgré toutes ces précautions au quotidien, le bon conditionnement chimique, la bonne exploitation, la bonne conduite, le bon pilotage, malgré tout, les matériels vieillissent. De toute façon, qu'on fasse rien ou qu'on fasse quelque chose, ils vieillissent. Hein. Comme moi, enfin vous, je sais pas, mais moi, oui. Alors, pardon, sous de multiples formes, donc là on a tous les mécanismes bien connus de dégradation, d'endommagement, à usure, fatigue, corrosion en tout genre, corrosion sous contrainte, corrosion comme ci, corrosion comme ça. Tous ces phénomènes de vieillissement, je les appelle vieillissement parce que c'est plus joli que dégradation. Dégradation, ça fait un peu peur. Dans mon bouquin, j'ai dit dégradation et on me l'a reproché. Voilà. Alors maintenant, je dis vieillissement. Alors on sait plus ou moins les modéliser et les prévoir. Vous allez me dire, mais alors c'est grave, docteur, parce que si ça vieillit et que ça vieillit mal, et la sûreté? Bah, en fait, la sûreté est généralement pas impactée si on s'y prend bien, même si le vieillissement va jusqu'à la défaillance. Alors pourquoi? D'une part, parce qu'il y a des marges à la conception. Si je prends l'exemple des GV, un GV900, il y a 3000 tubes. Quand un tube est dégradé, on le bouche. Et on peut boucher jusqu'à 20% des tubes sans que ça impacte le bon fonctionnement de l'appareil. Donc c'est une marge, donc vous voyez, on peut se permettre le vieillissement de 20% des tubes. Bon, on verra après ce qu'on fait quand on est dépassé 20%. Donc les marges à la conception permettent de tolérer ce vieillissement sans mettre en cause la sûreté, et puis il y a des redondances. Si votre diesel il vieillit mal et qu'il tombe en panne, ben, il y en a un deuxième qui prendra le relais. Voilà. Moi j'aime bien, j'explique ça aux élèves souvent, parce que je donne des cours à différentes écoles, les REP sont pardonnants. Ça c'est très vrai. Les réacteurs à eau sous pression, ce modèle de réacteur est très forgiving, comme disent les Anglais, traduit par pardonnant. C'est-à-dire qu'il tolère beaucoup d'anomalies techniques et aussi beaucoup d'erreurs humaines. Ce qui n'est pas le cas d'autres réacteurs. Je ne parle pas des RBMK quand même, évidemment. Alors face à ce vieillissement, que fait l'exploitant? Ben, il surveille, il entretient, hein, pour ralentir ou compenser les endommagements, c'est l'entretien courant, on va dire. Il répare si c'est possible ou si c'est nécessaire. Il remplace quand on ne peut plus réparer, en essayant de le faire ni trop tôt ni trop tard, ni trop tôt pour ne pas gaspiller l'argent, ni trop tard parce que ça posera des problèmes. Et puis, encore une fois, il peut aussi modifier les conditions d'exploitation pour ralentir ces mécanismes d'endommagement. Donc, dans le vieillissement, tout est gérable, sans nuire à la sûreté, à condition de ne pas attendre la dernière minute. Et pour ça, il y a un maître mot, c'est anticiper. Prendre de la marge par rapport aux limites, ne pas attendre la dernière minute. Alors, c'est ce qui va donner lieu, pour chacun des matériels principaux, ah pardon, ah oui, non, j'avais fait ça, oui, ça c'est pour prouver la grande transparence de la maison, parce qu'en genre, quand je mets cette autre-là, la direction de la communication me dit, ah là, mais t'es fou, ça, on a l'impression que tout est... Oui, bah, vous êtes des ingénieurs, vous savez très bien que les choses vieillissent, alors vous avez de la fatigue vibratoire, de la corrosion généralisée, corrosion sous contrainte d'un tube GV, la corrosion sous contrainte d'une broche de tube guide, un pion de centrage qui est usé. Ça, c'est l'isolant des transformateurs qui vieillit, bah, vous voyez, il passe de là à là. Bon, hein. Fatigue thermique
dans un thé où l'eau froide et l'eau chaude ne se mélangent pas, parce que contrairement à ce qu'on apprend en classe de seconde, l'eau froide et l'eau chaude, ça ne se mélange pas bien. Ça, c'est les pieds d'ailettes de turbine fissurés. Un autre modèle de pied d'ailette qui a fissuré, mais ça a été beaucoup plus loin que simplement fissuré. Ça, c'est de l'usure des crayons des grappes de contrôle, hein, avec l'absorbant qui est là. Et puis ça, c'est de l'érosion-corrosion d'une aube de pompe d'extraction. Voilà. Donc j'assume qu'on a tout ça dans une centrale nucléaire, et c'est pas grave, docteur, on gère. Alors, j'ai dit presque tous les matériels sont remplaçables, pour autant qu'on s'y prenne bien. Alors on va dire un petit mot sur cette question des remplacements. Pour les petits matériels, on va dire là, on est dans de la maintenance assez courante. Ils sont remplacés, alors j'ai mis au moment le plus judicieux, hein, on pourrait dire à bon escient, bon, ça veut dire tout dire et rien dire, mais ça veut dire que quand on connaît un peu ces petits matériels, on essaye de savoir à quel moment il va être nécessaire de les remplacer pour ne pas avoir d'incident. Alors ça peut être, soit des remplacements systématiques, tous les ans, tous les 3 ans, ou sur des opérations, par exemple les joints, à chaque fois qu'on ouvre un tampon, on remplace le joint. C'est la règle. On ne discute pas, on ne le regarde même pas. Ou décider par suivi d'indicateurs, c'est-à-dire que vous suivez tel ou tel indicateur de la santé du matériel, et quand votre indicateur atteint un certain niveau, on remplace le matériel. C'est ce qu'on appelle la maintenance conditionnelle. Si on se trompe un peu, l'erreur est rattrapable. Alors, quand je dis est rattrapable, ça peut conduire quand même, si on se trompe, à un incident, et donc un arrêt fortuit. Alors c'est sûr qu'un arrêt fortuit, arrêter un réacteur pendant 15 jours, parce qu'il y a un petit matériel qui a cassé qu'on n'avait pas prévu, arrêter une centrale 15 jours, c'est le drame à la product, mais si on prend un peu de recul, vis-à-vis de la durée de vie de l'installation, c'est pas dimensionnant. C'est pour ça que j'ai dit c'est rattrapable. Rattrapable vis-à-vis du problème qu'on se pose. Bon, après, c'est sûr qu'on se fait engueuler si la centrale est arrêtée pendant 15 jours. Mais ça, c'est... L'enjeu essentiel, d'ailleurs, dans ces petits matériels, c'est l'optimisation des stocks de pièces de rechange. Donc, on est dans une problématique, ou un problème, industriel archi-classique. C'est comment j'optimise mon stock de pièces de rechange en fonction de ce que je sais, des taux de défaillance, du temps moyen de réparation, etc. etc. Donc, c'est classique. Alors, il y a les petits matériels, puis il y a les gros. Puis il y aura après les non remplaçables. Les gros matériels, là, c'est plus subtil. Prudence. Pourquoi? Principalement parce que les délais d'approvisionnement et de préparation sont très longs. Un GV, la fabrication, c'est 3 ans. Et la préparation du remplacement, c'est 1 an. Ça veut dire qu'il faut être sûr de son coût 4 ans avant. Et comme il faut programmer l'ensemble des travaux, c'est 10, 15, 20 ans devant nous, sur lequel il faut avoir une vision à peu près claire de ce qu'on va remplacer et quand. C'est pas complètement trivial. Et si on se trompe, c'est embêtant, parce que s'il faut en remplacer beaucoup en même temps, on ne saura pas faire. On, c'est-à-dire l'industrie, l'exploitant, les fournisseurs, etc. La seule solution pour ne pas être pris par surprise par une accumulation, c'est d'anticiper. C'est de remplacer les matériels plus tôt que ce qui est strictement nécessaire. Alors, pour avoir une idée claire pour ça, chaque gros composant fait l'objet d'une stratégie que j'ai qualifiée d'anticipatrice au niveau du parc. Parce qu'on ne peut pas laisser chaque centrale faire ça. Ça n'a de sens que si on regarde au niveau du parc. Alors c'est quoi cette stratégie anticipatrice? Alors quand j'étais aux affaires, on parlait de stratégie de maintenance exceptionnelle. Bon, on m'a dit maintenant, on dit plus vieux, on dit stratégie de maintenance. Bah, d'ailleurs, c'est moins exceptionnel qu'on ne le pensait. D'ailleurs, on croyait que ça n'arriverait pas souvent, puis finalement, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Donc gestion de la durée de vie des gros composants. Ces gros composants, c'est quoi? Bah, en gros, voilà, GV, pompe primaire, turbine, alternateur, condenseur, transfo, système de contrôle commande, etc. Pour chacun de ces matériels, les bureaux, les services d'ingénierie identifient les mécanismes de dégradation avérés, ceux qu'on a déjà rencontrés, ou potentiels, ceux dont on pense qu'ils pourraient arriver. Il faut ensuite prévoir les évolutions, sur la base des connaissances qu'on a, et évaluer les probabilités de défaillance et leurs conséquences. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on connaît les enjeux qu'il y a derrière le vieillissement, par exemple, d'une bombe primaire. À quelle vitesse elle peut vieillir, jusqu'où ça peut aller, quel genre de défaillance on peut avoir, quelle est la probabilité de défaillance, et quelles sont les conséquences de cette défaillance. Une fois qu'on sait ça, on va essayer d'imaginer différentes stratégies possibles.
Alors, c'est quoi les différentes stratégies possibles? Ben, ça va depuis je fais rien, je fais de l'entretien mais normal, standard, je fais une rénovation partielle, complète, je fais un remplacement complet. Et je mets des points d'interrogation ici parce que c'est quoi, quand, comment. Voilà. Les stratégies, ce sont des combinaisons de ces opérations-là. Ça, c'est ce que je fais ou ce que je ne fais pas sur le matériel lui-même. Mais même si je ne fais rien sur le matériel, ça ne m'empêche pas de faire des actions d'anticipation au cas où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Hein, c'est le deuxième volet, action d'anticipation. Par exemple, la surveillance peut être renforcée. Je peux, par exemple, même si je n'ai pas l'intention de réparer, développer quand même une méthode de réparation, au cas où. Ou développer un outillage, au cas où. Même si je n'ai pas l'intention de remplacer le corps de la turbine, je peux peut-être quand même en acheter un, au cas où. Voilà, des actions d'anticipation, qu'on fera ou qu'on ne fera pas. Alors, une fois qu'on a passé en revue toutes les stratégies possibles avec leurs actions d'anticipation, il reste à choisir la meilleure. Alors, c'est quoi la meilleure? J'ai mis entre guillemets parce que c'est pas évident. Et pour moi, il y a deux grandes catégories. C'est les stratégies qui font gagner le plus si tout se déroule comme prévu, et puis les stratégies qui font perdre le moins si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Alors je crois me souvenir qu'au début, à la production, on avait un peu tendance à choisir la première parce qu'on était très sûr de nous. Et puis à force de prendre des baffes, parce que la nature est quand même pas bonne fille, on a de plus en plus, on s'est orienté vers des stratégies qui font perdre le moins si jamais on s'est trompé. Qu'on appelle, alors pour faire plus joli, on appelle ça les stratégies robustes. Bon, ça veut dire que si je me suis planté, je perds quand même pas trop d'argent. Voilà. Dernière remarque qui est intéressante, ces analyses technico-économiques, qu'on fait à grand renfort de modèles, d'expertise dans ce domaine-là, très souvent concluent de la même façon s'il y a une famille de matériel dont on est sûr qu'il va falloir le remplacer. On est sûr. À terme, c'est sûr que ça ira pas au bout, il faudra les remplacer. Alors, l'optimum, c'est jamais de faire de l'acharnement thérapeutique, de chercher à les pousser le plus loin possible. L'optimum, c'est de se dire, bon, ben, puisque de toute façon, ils sont condamnés à plus ou moins long terme, l'optimum, c'est d'optimiser la campagne de remplacement, d'un point de vue industriel. Ouais. Autrement dit, les GV, on ne va pas chercher à les pousser le plus possible. Si on sait d'avance que tous les GV, en Inconel 600 traités thermiquement, il faudra les remplacer, alors on ne cherche pas à les faire durer à tout prix, on va organiser la campagne de remplacement, et l'optimum, ça va être l'optimum d'un point de vue industriel. Fourniture, programmation des remplacements, en fonction des durées d'arrêt, etc. Et ça, c'est presque toujours ça, la réponse. J'ai mis l'exemple des GV, mais je sens que le temps court, donc on va arrêter. Alors, il y avait l'exemple des GV, puis voilà, ben, des opérations de grosses rénovations de remplacement, changer, remplacer les... En passant, c'est intéressant, quand on remplace les corps BP de turbines qui ont plein de problèmes de corrosion et de fatigue, les nouvelles technologies de rotor permettent d'augmenter la puissance. Donc en fait, on fait d'une pierre deux coups. Hein, on gagne quelques dizaines de mégawatts, quelques mégawatts. Rebobinage d'un rotor d'alternateur, remplacement complet d'un stator d'alternateur, remplacement ici d'un transfo principal. Et puis j'ai mis ces deux petites images pour dire que ces grosses opérations de maintenance, c'est pas des trucs d'un haut niveau scientifique ou c'est pas des trucs hyper sophistiqués. C'est essentiellement des problèmes de logistique, transport, manutention. D'ailleurs, quand on a des ennuis, c'est des ennuis de manutention. Voilà, qu'on fait remplacement de GV de Paluel. Alors, il y a quand même des opérations un peu délicates. C'est vrai que le soudage d'un GV sur la tuyauterie primaire, bon, c'est quand même pas de la tarte. Mais on peut dire que l'essentiel du problème, c'est un problème de logistique. J'aime bien insister là-dessus, à la fois pour vous, puis quand je le dis à des élèves, parce que les élèves, ils ont tendance, les élèves ingénieurs, à tout de suite penser aux choses très pointues sur le plan scientifique. Et je dis non, le métier d'ingénieur, c'est aussi de se coltiner des transports exceptionnels comme ça, qui doivent traverser les voies ferrées, et que blablabla. Hein. Bon, mais vous savez ça évidemment tous depuis longtemps. Alors là, un petit truc, on a donc une stratégie long terme sur la gestion de chacun des gros matériels, les GV, les turbines, les condenseurs. Et chaque stratégie est l'optimum. On est super fort, c'est la meilleure stratégie. Oui, sauf que si on traite ces problèmes indépendamment les uns des autres, eux, les matériels, ils sont dépendants les uns des autres.
Autrement dit, si vous remplacez les GV et que vous ne remplacez pas le poste d'eau, et que les problèmes de corrosion viennent du poste d'eau, vos nouveaux GV ne vont pas durer plus longtemps que les anciens. Donc il y a des effets croisés entre les matériels et les problèmes qu'ils posent. D'où l'idée d'avoir une optimisation globale des stratégies, tout à la fois. Alors ça se fait comment? Ça se fait avec des méthodes, des modèles et des outils qui permettent de faire l'évaluation technico-économique complète d'une tranche, en univers incertain, c'est-à-dire dans lequel on va probabiliser ce que peut être l'avenir. Alors, on va prendre toutes les menaces qui pèsent sur les matériels, donc les mécanismes de dégradation, les défaillances, etc. Ça s'appelle les menaces. On va prendre ce qu'on appelle les options, c'est-à-dire tout ce que l'exploitant peut faire ou ne pas faire, réparer, pas réparer, surveiller, entretenir, machin, etc. Et on va les combiner de toutes les façons possibles. Voilà. Ça va nous faire autant, il y a une infinité de scénarios qui seront probabilisés, puisque les options, bon, c'est une décision oui, non, là il n'y a pas de probabilité, mais les menaces, elles sont probabilisées. Et les effets de ces menaces d'un matériel sur l'autre matériel, c'est aussi, il y a de l'aléatoire dedans, il n'y a pas de certitude. Donc ça nous donne les scénarios probabilisés, ensuite on fait du Monte Carlo, du tirage au sort, et ça va nous donner, tiens il manque une ligne, ça va nous donner, ben, je vous le dis, des indicateurs économiques de ce que peut être l'avenir, des indicateurs économiques de la tranche dans le futur. Pardon, comme quand c'est pas écrit, j'ai plus de mal. L'évolution d'indicateurs économiques donnant en quelque sorte la valeur de la tranche. C'est pas clair. Pour ça, je vais tout de suite à la figure. Hein, voilà. L'indicateur économique, c'est ce qu'on appelle la VAN, valeur actualisée nette. Ça, c'est la valeur actualisée nette d'une centrale au départ, aujourd'hui, AVD3, AVD4, AVD5, etc. Et vous avez ici une courbe. C'est une valeur moyenne. Et si je veux comparer deux stratégies, donc ça intègre la totalité de ce qu'on sait sur la centrale. Et si je veux comparer deux stratégies, hein, selon que je fais une opération ou que je ne la fais pas, je joue une fois en mettant l'option, je joue une fois en ne la mettant pas, et je vais voir que les deux courbes sont différentes. Et je vais voir qu'une des stratégies, hein, même si au début la rouge et la bleue donnent la même chose, donc si je regarde pas très loin, je dirais non, ben, les deux stratégies sont identiques, ah ben oui, mais non. Dans la période de cette décennie-là, il y a une différence assez notable. Hein. Puis après, ça se rejoint beaucoup plus loin. J'attire votre attention sur celle-là parce que là, on pourrait dire, ouais, mais c'est évident, et en plus, les scénarios que j'ai mis, je ne les décris pas parce que la réponse est évidente. Là, c'est pas évident. Cette fois-ci, c'est la probabilité et la vanne à 60 ans. La valeur de la centrale à 60 ans. Mais probabilisée. Selon que je fais ou pas une augmentation de puissance. Alors vous allez me dire, attends, t'es un rigolo, si on augmente la puissance, c'est évident que la valeur de la tranche, elle augmente. Oui, c'est bien ce qu'on trouve, puisque ça, c'est des probabilités. Hein. La valeur moyenne de la vanne, c'est la valeur qui est là. C'est la valeur la plus probable. Et on voit que si on ne fait pas d'augmentation de puissance, la valeur la plus probable est là. Si on fait l'augmentation de puissance, elle est là, elle est au-dessus. Oui, bah, là, évidemment, si on augmente la puissance, la valeur, il est probable que la valeur actualisée nette sera plus élevée. Oui, oui. Mais si on regarde dans la cote distribution, là, hein, nous qui avons tous une certaine aversion au risque, on constate qu'en faisant l'augmentation de puissance, il y a un risque plus élevé d'avoir des ennuis. Si ça se passe mal. Ça, c'est la valeur moyenne la plus probable, c'est si tout se passe bien. Et si ça se passe mal, parce qu'on a fait une bêtise, parce qu'on s'est trompé, parce que la techno n'est pas ce qu'on croyait, parce qu'on a toutes les raisons, on voit que l'augmentation de puissance crée un risque assez notable que la centrale perde beaucoup de valeur. Alors après, on prend le risque ou on ne le prend pas. Hein. Ça, c'est des aides à la décision. C'est juste pour dire que ce genre de modèle permet de détecter des risques qui ne viennent pas intuitivement. Bon. Alors, les matériels non remplaçables. Je ne sais pas où j'en suis du temps. Ça va, je continue. Un quart d'heure. Tant que vous ne hurlez pas. Alors, la cuve. Alors, il y en a deux, hein, la cuve et l'enceinte de confinement. Alors, la cuve, j'ai un petit peu plus de détails parce que le dossier scientifique est un peu plus étayé. Alors, la cuve, c'est ce qui contient le combustible, hein, c'est le truc qui est ici, là, avec le combustible. Et il n'y a pas de parade en cas de rupture complète de la cuve. À la conception, il n'est pas prévu de parade s'il y a une rupture complète. Si elle s'ouvre en deux.
Bon, donc il ne faut pas que ça arrive. Elle doit, autrement dit, sa rupture, alors je ne vais pas dire risque zéro, comme probabilité zéro, mais en tout cas probabilité très faible. Et cette cuve, elle n'est pas remplaçable. Ça fait deux problèmes, hein. Rupture non prévue, pas de parade pour la rupture, en face de la rupture, et non remplaçable. Alors, pour qu'une cuve, elle casse, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, ceux qui ont fait la section physique des matériaux à l'école centrale de Nantes, ils savent ça par cœur, bien sûr, ils ont fait de la mécanique de la rupture, donc petit rappel pour eux, les autres, je vous donnerai un cours après, si vous voulez. Alors, il faut toujours trois choses pour qu'il y ait une rupture. Des défauts métallurgiques dans la paroi, je dis métallurgique parce qu'on est dans l'acier, là, des défauts, des efforts importants appliqués à ces défauts, et un matériau qui a une ténacité insuffisante, une résistance à la rupture insuffisante. Bon. Donc on va regarder ces trois choses-là pour voir si ça nous inquiète. Alors, d'abord, la science, la mécanique de rupture, puis plein d'autres sciences, la thermodynamique, ça, je simplifie, nous permet de prévoir quelle combinaison de ces trois paramètres pourrait conduire à la rupture. Donc la démonstration de sûreté d'une cuve va consister à montrer que, connaissant ces trois paramètres, la probabilité de rupture est négligeable. Voilà. Mais donc, il faut connaître ces trois paramètres pour statuer sur la bonne santé d'une cuve. Alors, comment on les connaît? Le premier, c'est les défauts métallurgiques dans la paroi de la cuve. Bon, il y en a, oui, toute structure métallurgique, il y a des soudures, c'est du forgeage, donc voilà, il y a des défauts qui peuvent faire jusqu'à quelques millimètres dans une paroi de 200. Ils viennent de la fabrication, ils sont connus par les contrôles en usine. Alors, est-ce qu'ils peuvent évoluer? Alors d'abord, il n'y a aucune raison qu'ils évoluent. Néanmoins, on fait des vérifications tous les 10 ans, avec cette espèce d'énorme robot d'inspection, et avec des méthodes d'examen extrêmement performantes, ultrasons focalisés. Vous voyez, la machine qui fait le contrôle de la cuve. Bon, alors je ne peux pas vous le prouver là maintenant, mais voilà, avec ça, on a une bonne cartographie des défauts existants. Après, j'ai dit les efforts auxquels peuvent être soumis ces défauts. Les efforts, comment on les connaît? Par des calculs et des essais. Alors, les efforts les plus importants, ce n'est pas pendant le fonctionnement normal, vous en doutez bien, c'est pendant une situation accidentelle, mais qu'on prend en compte. Où il y a une injection de sécurité, on balance de l'eau froide sur la cuve chaude, contrainte thermique, c'est là qu'il y a le problème, qu'il peut y avoir le problème. Mais on sait le calculer, simulation numérique, et on sait faire des maquettes. Donc on a aujourd'hui une bonne idée des efforts maximaux qui peuvent s'exercer sur la paroi de la cuve, y compris en situation d'accident. Et ces efforts sont indépendants de l'âge de la centrale. Les caractéristiques mécaniques de l'acier. Bon, ça c'est facile, hein, c'est la ténacité, la température de transition, elles sont mesurées à l'origine, et les valeurs à l'origine sont très bonnes. En particulier pour les cuves françaises, c'est vrai qu'on a des aciers qui sont excellents. Avec ces données initiales, on démontre facilement que la probabilité de rupture des cuves est négligeable. Donc ça, vous devez me prendre sur parole. Mais, il y a un mais. Sur ces trois paramètres, il y en a un qui évolue avec le temps, et dans le mauvais sens. Ça, c'est pas de chance. Au fur et à mesure des années, les caractéristiques mécaniques se dégradent sous l'effet des neutrons émis par le cœur. Or, les neutrons, on ne peut pas les retirer, parce que sinon, ce ne serait plus une centrale nucléaire. Alors, c'est quoi cet effet des neutrons? C'est un phénomène de fragilisation qui est plus moins important selon les cuves, c'est-à-dire c'est cuve par cuve qu'il faut analyser le problème. Ce phénomène de fragilisation se traduit, alors, on va dire une dégradation des propriétés mécaniques. Pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs, c'est une augmentation de la température de transition entre les domaines fragiles et ductiles. Voilà. Bon, mais on va en rester à quelque chose d'un peu simplifié. Là, je rappelais ce que c'est que la température de transition, elle se décale. Ceux qui connaissent comprennent tout de suite, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. On fait donc des prévisions sur ce que sera cette évolution, hein, pour essayer de savoir. Alors comment on fait ces prévisions? À partir d'essais, qui ont été faits en grande partie par le CEA, mais pas que. Ces essais nous donnent une connaissance du lien entre l'affluence, c'est-à-dire la quantité de neutrons reçus, l'évolution des propriétés de l'acier, donc décalage température de transition, et la composition chimique de l'acier. Donc avec ça, on peut faire des prévisions. Du coup, la démonstration de sûreté, on ne va pas la faire avec les valeurs initiales, on va la faire avec les valeurs qu'on attend au bout de N années. Donc on aura une démonstration de sûreté des cuves à 10 ans, une à 20 ans, une à 30 ans, une à 40 ans. C'est évident que puisque les propriétés mécaniques se dégradent, les marges par rapport à la rupture, même si elles existent toujours, sinon ça serait grave, elles se réduisent. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt.
Pour les cuves françaises, la démonstration donne des résultats indiscutablement positifs à 40 ans. On démontre sans ambiguïté qu'à 40 ans, la probabilité de rupture des cuves françaises est très faible. À 60 ans, j'ai mis l'étude est en cours. Bon, en fait, elle n'est pas en cours, elle est finie. On est dans la phase de palabre avec l'autorité de sûreté. Enfin, palabre, pardon, de discussion avec l'autorité de sûreté, qui a forcément des questions à poser sur le dossier. Mais est-ce que vous êtes sûr? Et puis est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sûr, etc. Bon, c'est normal, c'est le jeu, c'est leur rôle hein, de poser des questions pour nous pousser à bout. Bon, voilà. Donc, mais le résultat, il est déjà connu, et donc il n'y a pas de problème pour les cuves françaises à 60 ans. Alors ça, c'est le dessin, alors ça, c'est pour les anciens de la mécanique de rupture, voilà, K1, K1C, je suis très content de ce petit schéma, mais voilà, tant pis, vous n'aurez pas, j'aurai pas le temps. À la fin, s'il y en a qui veulent le voir de plus près. Alors donc, on a fait des prévisions, et avec ces prévisions, on a des résultats satisfaisants. Oui, mais elles valent quoi, ces prévisions? Et si elles étaient fausses? Et si elles étaient fausses? Alors qu'est-ce qu'on fait? L'exploitant vérifie ses prévisions avec le PSI, pas le PSU, hein. Le PSI, Programme de surveillance de l'irradiation. Alors ça, c'est un truc très très malin. À l'origine, à la fabrication, on a pris des échantillons d'acier de chaque cuve, dans les pièces de forge. Ces échantillons d'acier, on en a fait des petites éprouvettes, et on les a mises dans la cuve, accrochées aux structures internes, là, à un endroit où ils reçoivent plus de neutrons que la paroi. Donc, ils vont se fragiliser plus vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Périodiquement, on retire 1, 2, 3 de ces petits spécimens, ces petits échantillons, on les teste, on mesure les propriétés. Et ça nous donne une estimation de ce que seront les propriétés de l'acier dans X années. Autrement dit, à 20 ans, on a cassé des éprouvettes qui traduisent, qui disent ce que sera la cuve à 30 ans. Et à 30 ans, on casse des éprouvettes qui disent ce que sera la cuve à 40 ans. Donc, on a non seulement, on vérifie les prévisions, mais on a même de l'anticipation. Alors, je vous ai mis ici les résultats. Alors ça, c'est ça, les petites éprouvettes. Voilà pour l'ensemble du parc, la courbe rouge, c'est la prévision. Et voilà les points bleus, c'est les résultats du programme de surveillance. On voit que la fragilisation, au fur et à mesure des années, est plus faible que ce qui était prévu. Autrement dit, le dossier qui est fait avec ces valeurs-là, il est bon. Et on pourrait même le refaire avec ces valeurs-là, pour dégager de la marge. Peut-être comme ça qu'on ira à 80. Alors en fait, on est assez confiant sur 80 ans d'ailleurs, parce que ce phénomène de fragilisation, il se sature au bout d'un certain temps. Donc il y aura un moment où les propriétés ne se dégraderont plus. Alors ça, c'est un des points sur lesquels l'autorité de sûreté nous croit qu'à moitié. Alors, pas du tout. Mais moi, je suis sûr. Alors, avec tous ces éléments, on peut affirmer que les cuves françaises sont sûres pour au moins 40 ans et certainement 60. Mieux, EDF, depuis les années 90, gère son combustible, des assemblages combustibles dans la cuve, d'une façon qui minimise le flux de neutrons. C'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est le flux de neutrons en fonction des années, tel qu'il était prévu à la conception. Et en fait, la gestion qu'on a adoptée depuis la fin des années 90, ça donne la courbe verte. Donc en plus, on va encore réduire l'irradiation de la paroi et donc sa fragilisation. Moyennant quoi, les cuves ne devraient pas limiter la durée de vie des centrales françaises. Même conclusion en Belgique, en Allemagne, au Japon. Conclusion différente pour certaines centrales aux USA ou dans l'ex-bloc soviétique où l'acier a une composition chimique extrêmement défavorable. Et aux États-Unis, il y a déjà plusieurs tranches qui se sont arrêtées à cause de ça, parmi les plus anciennes. Alors, pas uniquement à cause de ça. Il y avait le problème de la cuve et des coûts d'exploitation exorbitants comparés au charbon. Donc c'est un peu les deux qui ont conduit à l'arrêt de quelques tranches très anciennes. Autre matériel non remplaçable, l'enceinte de confinement. Alors c'est quoi? Elle a deux fonctions. Résister à la pression interne en cas d'accident, puisqu'on va dégager toute l'eau primaire dans le bâtiment réacteur, il faut résister à la pression, et puis résister aux agressions externes. Alors il y a deux modèles. Les enceintes 900, c'est une paroi en béton précontraint pour la résistance, et une peau métallique interne pour l'étanchéité. Avec ça, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas très sophistiqué. Donc les ingénieurs français, sortant des meilleures écoles du monde, se sont dit, pour le tressant, on pourrait quand même faire plus sophistiqué, plus intelligent. Donc on a mis deux enceintes. Comme la première n'est pas étanche, on met un système de reprise des fuites entre les deux qui renvoie à l'intérieur.
Donc c'est des pompes, c'est des robinets, c'est des échangeurs, c'est des tuyaux, c'est des emmerdements. Enfin, excusez, en tant qu'exploitant, quand on... Voilà. Alors, pas de problème sur les 900. Il y a des évolutions, il y a eu des tassements des bâtiments, des petites dégradations mineures, tout ce qui est conforme à ce genre d'ouvrage, mais rien qui mette en cause la durée de vie de ces BR. Sur les enceintes à double paroi, ben évidemment, quand on se montre intelligent, on se prend en boomerang un ennui qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire que l'enceinte interne, elle n'est pas étanche. Ça veut dire qu'elle fuit. Oui, elle fuit. C'est repris. Sauf qu'on a eu l'idée un peu malencontreuse de dire, de fixer une valeur de ce que devrait être cette fuite, a priori. Et puis manque de peau, dans la réalité, ça fuit plus. Ça n'a aucune conséquence, mais c'est un écart. Et selon les règles de l'égalité, un écart, ça se traite, puisque vous avez une situation qui est différente de celle qui était attendue. Alors après, vous dites, oui, mais non, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Non, non, c'est un écart. Donc vous le corrigez. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on tartine des revêtements composites pour rendre étanche ce truc-là. Voilà. Donc, bon, j'ai l'air de critiquer les bonnes idées des ingénieurs français. Enfin, c'est pour rire, hein, bien sûr. Voilà. Alors, malgré cela, il n'y a pas d'inquiétude pour la durée de vie de ces BR. Vous voyez que sur les BR, la démonstration est plus un jugement d'ingénieur qu'une vraie démonstration comme je l'ai fait pour la cuve. On peut remarquer ça. Mais ça correspond aussi peut-être au niveau de connaissance qu'on a du comportement des bétons par rapport aux aciers. Évidemment, on ne joue pas dans le même cours. Hein. Les visites et réexamens de sûreté des CNO. J'en ai parlé. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Tous les 10 ans, on va tirer les leçons de l'expérience. D'abord, la nôtre et celle des autres. On fait le bilan des connaissances nouvelles. Et sur cette base, on définit de nouvelles exigences de sûreté. Par palier, 900, 1300, 1450. Donc le corpus des exigences de sûreté, il va changer. Et évidemment, les nouvelles exigences, elles sont plus sévères que celles qui étaient requises avant. Ensuite, tous les 10 ans, on va modifier les installations et leur mode d'exploitation pour qu'elles respectent ces nouvelles exigences, si nécessaire. Bon, il y a certains cas où même avec des nouvelles exigences, elles les respectent sans qu'on fasse rien. Mais dans beaucoup de cas, il faut faire des modifications. Donc tous les 10 ans, on se paye un énorme lot de modifications des installations. Comme les arrêts où on fait ces modifications sont longs, on en profite pour réaliser les gros travaux de maintenance, rénovation, remplacement. Et puis on en profite aussi, puisqu'on est arrêté pour longtemps, 3 mois, 4 mois, réaliser des inspections, des investigations, des essais très approfondis. C'est ce qui me fait dire que la maintenance compensant le vieillissement des matériels, l'augmentation des exigences tous les 10 ans fait que la sûreté des centrales nucléaires s'améliore avec l'âge. Donc, comme je le disais tout à l'heure lors de l'interview, quand j'entends des gens dire il faut fermer Fessenheim parce que c'est la plus vieille, c'est complètement idiot. Moi, je veux bien qu'on ferme une centrale, mais je ne vois pas pourquoi Fessenheim. Et j'ajouterais même, parce qu'on est dans un petit cercle restreint, mais je pense que si on devait chercher quelle est la centrale la moins sûre, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit Fessenheim. Donc l'âge n'y fait rien. Hein. C'est un peu comme disait Brassens, l'âge ne fait rien à l'affaire. Je ne dis pas la suite. Hein. Alors, je vous donne 2 exemples d'évolution du référentiel de sûreté. Ah oui, moi je mets des exigences de sûreté pour que tout le monde comprenne, mais le jargon, c'est on parle du référentiel de sûreté, ou référentiel des exigences de sûreté. Voilà. Alors, le premier exemple, c'est les suites de la tempête de 99 avec l'inondation de Blayais. Oui, c'est vrai, en 99, décembre 99, Blayais a été un peu inondé. Bon, on dit un peu. Oui, non, c'est inondé. Voilà. Et c'était un problème qu'on n'avait pas prévu. Bon. Qu'est-ce qui a été fait? Du coup, il y a eu des études qui ont été faites. D'abord, comprendre pourquoi c'est inondé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est que cette crue auquel on ne s'attendait pas, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, il y a eu des tas d'études, des maquettes, des simulations numériques, tout ce que vous voulez. Et à l'issue de ça, on s'est dit, finalement, la crue contre laquelle il faut résister, c'est plus que ce qu'on croyait. Donc, on a révisé ce qu'on appelle la crue centenale, ce qui s'est traduit par des nouvelles exigences, et derrière, des modifications, avec la mise en place de dispositifs anti-inondation supplémentaires. Pas que à Blayais, parce qu'on a fait la même chose pour toutes les centrales, et il y a un certain nombre de centrales qui ont vu leur niveau de défense contre les inondations renforcé. Voilà ce qu'on appelle une augmentation du niveau de sûreté par accroissement des exigences. L'autre exemple, c'est les suites de Fukushima. Évidemment, on a tiré les leçons de Fukushima,
qui seront intégrés dans le prochain réexamen de sûreté, celui qui démarre là, avec aux 40 ans, hein, puisqu'on arrive sur les VD4, les visites décennales 40 ans. Alors c'est quoi les leçons tirées de Fukushima d'ailleurs, en particulier? C'est résistance aux agressions externes, en particulier la piscine combustible, qui est quand même nettement moins protégée que le bâtiment réacteur. Or, il y a quand même du combustible dedans, hein, neuf ou usé, mais enfin, c'est quand même du combustible. Redondance accrue pour l'alimentation en eau du cœur, puisqu'ils se sont trouvés à court d'eau avec les systèmes de gestion de sécurité. On n'est pas sur le même modèle, hein, du tout. Donc il faut faire des transpositions. Même transposition faite, il y a des leçons à tirer. Et puis des moyens supplémentaires pour produire de l'électricité dont la centrale a besoin. C'est soit les moyens permanents, les diesels mieux protégés, soit des moyens de secours qu'on peut amener. Bon, ça veut dire avoir des diesels sur des camions, je ne sais pas, on va voir ce qui va être décidé. Enfin, si, ça a dû être décidé, mais comme je ne suis plus dans la maison, voilà. L'important, c'est l'esprit des choses. Voilà pourquoi on dit que les centrales sont plutôt de plus en plus sûres. Alors, le grand carénage là-dedans, dont on parle à la radio, c'est quoi? Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf qu'on s'est dit, pour les 40 ans, il faut faire un geste, on va le baptiser grand carénage. Alors, c'est des grands travaux de cette nature, des grands travaux de cette nature, dont tout ce que j'ai raconté ont été réalisés à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les premières tranches approchent 40 ans, on prépare les VD4, et on y fera tous les travaux habituels d'une décennale. Leur examen de sûreté, la mise à niveau, les visites, les gros travaux, etc. Sauf qu'il se trouve que pour les VD4, le volume de travaux va être plus important que d'habitude. D'où l'idée, hein, il y en a à peu près pour 50 milliards d'euros sur la période des VD4, c'est-à-dire 2015-2025 à peu près. Or, cet énorme effort, c'est un gros enjeu pour l'industrie. EDF, mais surtout les fournisseurs, les prestataires. D'où l'idée d'organiser la mise en œuvre industrielle sous forme d'un grand projet intégré, piloté pour l'ensemble des tranches, et c'est ça qui a été baptisé le programme Grand Carénage. Autrement dit, c'est de même nature que ce qu'on a fait des décennies précédentes, mais avec un volume plus important. Et puis, bon, le fait de lui donner un nom, ça permet de communiquer. Et tout ceci doit permettre d'aller jusqu'à 50 ans, puis 60 ans en toute sûreté. Alors j'ai fait exprès de mettre 50 et 60, parce qu'évidemment, EDF faisant tout ça, dit à l'autorité de sûreté, qui est il n'y a pas longtemps ici, bah, avec tout ce qu'on a fait, vous allez bien nous donner votre quitus pour 20 ans de plus. Et je subodore que l'autorité de sûreté, enfin, moi je serais à sa place, je ferais comme ça, je dirais attendez, moi je vous donne 10 ans de plus, hein, c'est le processus. C'est tous les 10 ans, donc rendez-vous dans 10 ans. Bon, alors c'est vrai que si c'était que 10 ans, je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre les 50 milliards. Bon. Mais je ne suis pas dans les discussions, ni dans les cabinets pour savoir comment ça se dit. Voilà. Vous avez vu que dans tous ces travaux-là, il y a énormément de connaissances techniques scientifiques qu'il faut entretenir, qu'il faut renouveler, qu'il faut compléter. Donc il y a par ailleurs un gros programme, qui s'appelle le programme durée de vie évidemment, qui est un programme d'amélioration des connaissances pour tout ce qui est relatif à la durée de vie. Les mécanismes de vieillissement, les cinétiques, l'étude des défaillances, etc. Toutes les sciences, toutes les disciplines sont représentées. Ça se fait en coopération avec tous les organismes de recherche français, au premier rang desquels le CEA, bien évidemment, avec les organismes étrangers, alors avec les organismes de recherche, il y a une coopération directe là-dessus entre exploitants. Les exploitants, même quand ils sont concurrents, il y a deux sujets sur lesquels ils acceptent toujours d'échanger, ce qui touche à la sûreté, heureusement, et ce qui touche à la durée de vie. C'est remarquable de voir que les portes s'ouvrent facilement pour parler durée de vie avec un exploitant dont on pourrait penser que c'est un concurrent. En France, ça représente à peu près 1000 experts qui travaillent en permanence sur la question de la durée de vie et à peu près 100 millions d'euros par an de R&D sur les sujets touchant à la durée de vie. Alors là, je vous ai mis... Oui, alors le fleuron de ce truc-là, c'est un institut de recherche sur le vieillissement des matériaux, qui est à Renardière, à Fontainebleau, et qui est commun avec les exploitants, tous les exploitants américains, exploitants japonais, exploitants chinois, exploitants russes, etc. Pratiquement tous les exploitants du monde, sauf les autres européens. Voilà. C'est un de mes grands échecs. Ah oui, parce que si j'en parle, c'est parce que c'est mon bébé, le MAI. J'ai créé ce truc-là, je l'ai fondé. Voilà, donc j'en suis très fier. On a le Titan, le microscope électronique le plus puissant du monde. Il n'y en a que 4 exemplaires dans le monde. Bon. Donc j'ai réussi à faire venir des exploitants de tous les pays du monde, sauf les Allemands et les Belges. Ben, et les Suisses non plus. Hein, j'en étais désespéré.
C'est pour ça que pour me consoler, la Commission européenne m'a pris comme expert. Oui, bon, bah, ça c'est des exemples de travaux de R&D. Si, quand même, que je parle, il n'y a pas que nous, il y a des boucles d'essai, il y a le CEA, là, avec ses cellules chaudes, etc. J'arrive sur la fin. Parmi les menaces, vous vous souvenez, dans la liste tout à l'heure, on va parler maintenant des menaces un peu plus externes. Il y a la pérennité du soutien industriel. Les fournisseurs de services et les fournisseurs de pièces de rechange. La menace, ben, c'est qu'ils arrêtent leurs activités et qu'on se retrouve le bec dans l'eau le jour où il faudra changer les pompes primaires, les turbines, etc. Comment ça pourrait s'arrêter? Ben, vous savez comme moi, dans l'industrie, hein, disparition des entreprises, rachat, restructuration, etc. Ou choix des entreprises de ne plus travailler dans le nucléaire parce que c'est trop compliqué. C'est très réglementé, il y a la radioprotection, c'est pas marrant de travailler dans le nucléaire, ça rapporte peut-être de l'argent, mais c'est compliqué, donc il y en a qui arrêtent. Hein, General Electric, par exemple. Il a pratiquement, quand même pas un petit, il a pratiquement arrêté toute son activité nucléaire parce que la casquette de l'autorité de sûreté, des ennuis, des difficultés, des procès, des machins. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce que fait EDF, pardon? EDF. Alors d'abord, on met en concurrence les fournisseurs, mais de façon raisonnable. C'est-à-dire pas au point de les tuer. C'est ce qu'on appelle aiguillonner sans mettre en péril. Bon, il y a un bel exemple là. Hein. Pendant 15 ans, on a acheté toujours les générateurs de vapeur à Areva. Et puis là, on s'est dit, bon, il faut quand même les asticoter un peu. Allez, on va en acheter quelques-uns à Mitsubishi. Ouah, c'est un scandale. Bon, voilà, d'accord. Bon, mais c'est quelques-uns. Voilà. Avoir un panel minimal pour chaque produit, chaque service. C'est éviter les situations de monopole. Voilà. Sur la turbine, il y a Alstom, puis il y a Alstom, puis il y a Alstom. Ouais. Partenariat avec les fournisseurs pour leur donner une visibilité pluriannuelle. C'est-à-dire, pour qu'ils se renforcent, donc pour qu'ils investissent, il faut qu'ils aient une vision un peu à moyen long terme. Or, traditionnellement, il y avait des fournisseurs à qui on disait ce qu'il y aurait à faire à l'arrêt de tranche suivant, et puis c'est tout. On ne peut pas investir avec ça. Comme là, on a des programmes de rénovation industrielle qui s'étalent sur 10 ans, autant leur en parler. Et c'est ce qu'on fait. Autre parade, viser des produits standards autant que faire se peut. Au début, on a eu tendance à mettre sur nos centrales que des matériels très spécifiques, avec un fournisseur unique, soupape Sebim, un fabricant, voilà. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des tas de matériels standards qui ont les mêmes qualités. Alors, pas tout à fait les mêmes, en tout cas des qualités suffisantes, quitte à les remplacer. Donc ça nous permet d'avoir un panel de fournisseurs plus grand. Et puis EDF a mis un observatoire de la pérennité des entreprises. Le but, c'est de repérer ceux qui sont sensibles, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas se passer d'eux, et qui sont fragiles, sur le plan commercial, financier, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on les a identifiés? Ben, on discute. Et en général, on établit avec eux ce qu'on appelle un contrat de pérennité pour les aider à maintenir leurs moyens et leurs compétences. On donne des sous, mais en échange de quelque chose. Mais on ne les laisse pas tomber. Et on discute avec eux de qu'est-ce qu'il faudrait pour les aider à survivre ou à faire survivre leur atelier. Dans certains cas, ça peut conduire à réinternaliser pour être sûr que le savoir-faire ne disparaisse pas. Parce que si le savoir-faire est uniquement dans la main de 2 prestataires et que les 2 prestataires disparaissent, nous, on n'a pas de moyens d'emplacement. Donc, on a réinternalisé certaines activités pour cette raison-là. La perte des compétences, bon, voilà, je vais assez vite. Quelle parade? Bah, c'est classique, il faut anticiper les départs en retraite. Effectivement, au parc nucléaire, démarré en 78, donc grosse embauche en 78, donc gros départ en 2018, hein, évidemment. Bon, bah, il faut l'anticiper. Il faut faire de la formation interne, du compagnonnage. On a des coopérations très fortes avec les organismes de formation, les écoles d'ingénieurs, etc. Et puis, j'ai mentionné qu'on utilisait de plus en plus les nouvelles technologies pour la formation et l'entraînement. J'arrive presque au bout. Autre menace, je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution de l'environnement de la centrale s'il n'y a plus d'eau dans les rivières. Et là, c'est pas un gag, parce qu'il y a déjà, chaque année, des jours où on est obligé d'arrêter Chinon, parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans la Loire. Et ça ne va pas s'arranger. Alors, c'est quoi la parade? Ben, la parade, c'est de faire du nucléaire. Comme ça, il n'y aura pas de gaz à effet de serre et on limitera le réchauffement climatique. Bon, alors, le problème, c'est que tout le monde ne nous suit pas forcément sur cette ligne-là. Voilà, la Loire n'a pas beaucoup d'eau. Bon, là, c'est pour rigoler, pour terminer. J'ai mis autre menace, c'est l'évolution de l'opinion.
la carte de confiance des citoyens. Alors quand je dis l'opinion, c'est l'opinion de qui? Des citoyens, des médias, des politiques, qui influencent qui? J'ai mis 3 points d'interrogation pour bien montrer que je ne me hasarderai pas à discuter de ça. La parade, c'est être excellent. On est d'autant moins critiquable qu'on est excellent. C'est-à-dire qu'on a des bons résultats et on fait de l'électricité sûre, propre et pas chère. Et puis qu'on est transparent. Mais que c'est difficile. Hein, je suis là, c'est une preuve de transparence. Non, bah non, si ça vous fait rigoler, j'ai complètement raté mon coup. Oui, ça, j'ai pas le temps. Hein. Là, on est au bout? Oui. Oui, il m'en reste 2, je les fais les 2. Oui. Bon, alors ça, c'est pour répondre à une objection qui m'est venue à plusieurs reprises, et en particulier, elle m'est venue, je me souviens, de l'autorité de sûreté, qui disait, non mais votre truc c'est vachement bien, là, vous décortiquez en petits morceaux, les problèmes en sous-problèmes, en sous-sous-problèmes, chaque petit élément de raisonnement est super bien argumenté, étayé. Ouais, mais est-ce que tout ça masque pas une espèce d'évolution globale de l'installation en général? C'était l'histoire des maladies globales. Parce que pour moi, les maladies, c'est matériel par matériel. Il n'y a pas de maladie autre que des maladies. Alors on me disait, oui, mais il pourrait y avoir une espèce de truc rampant, hein, une peste noire rampante, qui ne se verrait pas sur un matériel parce que vous regardez de trop près. Comme vous regardez avec votre microscope, vous ne voyez pas le grand truc. Alors je dis, bon, ok, on va regarder ça. Donc des indicateurs globaux d'un vieillissement général, pour l'interrogation. Alors s'il y en a, ça devrait se voir sur au moins certains indicateurs globaux. Or, j'ai beau chercher, j'en ai pas trouvé. Hein. Si on prend les grands indicateurs d'une bonne exploitation, hein, taux de défaillance des matériels, coût d'exploitation, coût de maintenance, contrairement à ce qui se raconte, ils sont relativement stables. Hein. Pour mon bouquin, j'ai refait un calcul très précis depuis 1978. Non, les coûts de maintenance, même si on raconte le contraire, les coûts d'exploitation sont relativement stables. Quand je dis relativement stable, ça peut augmenter de 1, 2, 3% par an. On est au niveau de l'inflation ou un peu loin. Mais il n'y a pas d'embellie, il n'y a pas d'envolée plutôt. La fréquence des incidents, elle est stable. Ça, vous pourrez me dire, ah ben ça c'est louche, parce qu'en fait, avec toutes les améliorations que vous apportez, avec tous les progrès que vous faites, avec tout le retour d'expérience, vous avez un nombre d'incidents qui est stable. Je dis oui, mais je peux vous démontrer, chiffre à l'appui, que les événements déclarés sont de plus en plus anodins. C'est-à-dire qu'on baisse le seuil à partir duquel on déclare un événement significatif. Et ça, les études probabilistes le montrent très bien. Bon, alors là, je ne peux pas vous expliquer tout, mais il faut... voilà. Mais il y a des dossiers qui ont été présentés à l'autorité là-dessus. Le nombre d'arrêts automatiques, ça c'est quand même le grand critère. Un bon exploitant, il n'a pas d'arrêt automatique, ce qu'on appelait avant les arrêts d'urgence. Bon. Le nombre d'arrêts automatiques, les doses reçues par le personnel, qui est aussi une traduction de la qualité de l'exploitation générale, c'est en diminution très nette. Bon, il y a toutes les courbes, hein, je n'ai pas le temps de l'augmenter. Alors, après, vous êtes prenons un bon indicateur, c'est le KD, la disponibilité, ou le KIF, la disponibilité fortuite, c'est-à-dire les avaries de matériel ou les erreurs humaines qui font arrêter la centrale. On va me dire, ah, tu dis que c'est stable, comme ça. Oui, mais chacun de ces pics ou chacun de ces creux peut être relié à un événement identifié bien particulier. Donc je ne nie pas qu'il y a des hauts et des bas, mais ça ne traduit pas une évolution générale qui traduirait l'idée que tout se déglingue. Hein? Voilà. Pas de tendance lourde qui serait le signe d'un vieillissement généralisé, plutôt même au contraire. Bon, après je ne sais pas si je vous ai convaincu. Conclusion, pour les experts du domaine, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois la connaissance et l'expérience, je ne parle pas des pseudo-experts autoproclamés, hein, il n'y a pas d'obstacle technique qui empêcherait de poursuivre l'exploitation des tranches nucléaires françaises en toute sûreté, au-delà de 40 ans. Là, je suis sûr. L'exploitant EDF fait tout ce qu'il faut pour cela. L'électricité est ainsi produite. Oui, c'est un peu pompier la fin. L'électricité est ainsi produite de façon fiable. Et, normalement, il y a la Marseillaise dans le fond. Est ainsi produite de façon fiable et à un prix raisonnable qui bénéficie à toute l'économie du pays. Oui, c'est quand même. L'électricité pas chère, c'est toute l'économie qui en bénéficie, pas uniquement les particuliers. Ouais, alors là, c'est encore pire. Là. Non. Je vais dire que c'est langue de bois. Non. Cela dit, il appartient aux citoyens et à leurs représentants de choisir des orientations politiques en matière d'énergie et de fourniture d'électricité, c'est vrai. Les industriels disciplinés suivront ces orientations avec d'autant plus de facilité qu'elles seront cohérentes, ce qui est quand même loin d'être le cas. Voilà, merci de votre attention et je fais de la promotion. Vous voyez, ça vous décoderez très bien
la symbolique de ce dernier transparent, qui est que les centrales nucléaires pourraient durer aussi longtemps que les pyramides, pour autant que les ingénieurs lisent attentivement cet excellent ouvrage, La maintenance des centrales nucléaires, aux éditions Lavoisier, pour une somme qui n'est pas modeste, je le reconnais. Voilà. Merci. Oui, je voulais vous poser deux petites questions là, qui sont liées. La première est d'essayer de comprendre pourquoi, alors que Grand Carénage est censé être un programme, je dirais, décennal classique, il a atteint un tel montant. Oui. Et d'autre part, sachant qu'on a bien compris qu'on avait tout ce qu'il fallait en termes de prévisibilité de la maintenance et a priori, je dirais, de connaissances techniques pour pouvoir assurer une durée de vie qui ira bien au-delà de 60 ans, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement dans un schéma où c'est finalement l'économie qui va nous faire arrêter, comme si on était obligé d'entretenir une voiture à qui on demanderait des normes en termes de crash test de plus en plus élevées, et donc finalement remplacer des pièces qui au départ étaient conçues d'une certaine manière par après des pièces qui devront être de meilleure qualité, designées différemment et donc plus chères, jusqu'au stade où on s'aperçoive que finalement acheter une voiture neuve c'est peut-être plus simple que de continuer dans cette logique-là. Oui. Alors, je commencerai bien par répondre à la dernière partie en disant est-ce qu'on arrive à un point où acheter une voiture neuve c'est plus simple et moins cher. Alors là, j'en vois qui vont peut-être réagir. Si je vous dis, si la voiture neuve, c'est le PR de Flamanville 3, c'est ce que j'ai. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a encore de la marge, parce que 50 milliards sur 10 ans pour faire durer 20 ans de plus 58 réacteurs, je veux dire, on est très en dessous de ce que coûteraient les opérations de remplacement. 50 milliards, c'est impressionnant. Mais si ça continue, c'est ce que va coûter un seul EPR. Non, j'exagère, mais bon. Non, mais c'est le prix de 5, quoi. C'est le prix de 5, c'est ça, 10 milliards, 50 milliards. Oui, c'est le prix de 5 EPR, et moi je vous fais 20 ans de 58 tranches, pour le même prix. Ah, c'est imbattable. Hein. Bon. Mais ça a l'air d'être une plaisanterie, parce que je parle de l'EPR, et quand je parle de l'EPR, je plaisante toujours. Mais sur le fond, c'est vrai, on est quand même très loin de ce que coûteraient les tranches neuves. Alors après, pourquoi, en VD4, à 40 ans, on se retrouve avec ce programme décennal beaucoup plus gros que d'habitude. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, je pourrais mettre en avant que parmi les leçons tirées, il y a celle de Fukushima, et je veux dire, celles-là, elles sont costauds, hein, par rapport aux autres durcissements des exigences de sûreté qu'on avait eu les années d'avant. J'ai parlé de Blayais, 99, les inondations, tout ça. Là, c'est un peu de la gnognotte à côté de Fukushima qui va coûter très cher. Donc ça, c'est une raison. Mais il y a une autre raison. Je ne suis pas sûr que ça fasse partie de la doctrine officielle de l'EDF, mais j'ai indiqué ici, quand on est sûr que le remplacement est inéluctable à terme, la meilleure option, c'est pas de faire durer le plus longtemps possible, c'est d'organiser le remplacement comme une campagne industrielle qu'on essaye d'optimiser, avec les fournisseurs. Ça, cette idée, elle est assez nouvelle. Autrement dit, dans les 40 ans précédents, il y a des rénovations qu'on a fait pendant les décennales, oui, des remplacements de matériel, mais il y a eu beaucoup de cas où on a fait de l'acharnement thérapeutique et on s'est retrouvé quand même obligé de remplacer le matériel sans attendre la décennale suivante. Donc entre deux décennales. Si vous regardez les premiers remplacements de GV, ils n'ont pas eu lieu pendant décennale parce qu'on s'est fait surprendre. Hein, le premier dans Pierre 1, hop, et je me souviens, Saint-Laurent-B, le GV, il était fusillé en un an. Et on a compris pourquoi après, mais après c'est trop tard. Et donc, voilà, donc l'idée c'est de dire, je vais anticiper, je vais remplacer mes GV plus tôt, hein, et au moins je vais pouvoir organiser la chose. Cette prise de conscience conduit effectivement à ce que tout un tas de remplacements dont il y a encore quelques années on les aurait étalés, ce qui n'est pas l'optimum économique, parce que quand on remplace les GV 3 ans après une décennale, on pourrait dire, ben, j'ai gagné 3 ans. Ah non. Eh bien non, parce que ça veut dire qu'un arrêt normal, au lieu de durer 2 mois, il va durer 1 an. Oui, ben, on n'a rien, ou 6 mois. Donc on n'a rien gagné du tout. Et ça, c'est une prise de conscience récente. Donc là, il y a vraiment une volonté d'EDF de se dire, tous les matériels sur lesquels j'ai un doute pour les 10 années à venir, je les remplace tout de suite. Le meilleur exemple, je donnerai, c'est les transformateurs. On a mégoté pendant 40 ans.
ça je m'en veux aussi, parce que j'ai été aux manettes à une époque pour ça, on a mégoté, on n'a pas réussi à se décider, on a attendu qu'ils pètent, qu'ils crament, qu'il y ait des incendies, et à chaque fois on les a remplacés dans l'urgence, c'était le drame et tout ça. Là, enfin, et il aura fallu 40 ans, mais parce qu'on apprend, mais on apprend un peu lentement, sans doute que, voilà. Enfin, la direction du parc a dit, bon, il y en a marre, les transformateurs principaux, je les remplace tous. Enfin, tous ceux d'un certain fournisseur. Parce que les ennuis venaient que d'un seul fournisseur. Voilà. Est-ce que ça veut dire donc on va dire à Iso Fukushima, si je puis dire, Ouais. si on se place sur des tranches de 10 ans à chaque fois, au lieu de se placer sur une période concentrée, Ouais. on est quand même du coup dans des volumes de maintenance qui sont à peu près similaires à ce qu'on a connu par le passé? Oui, absolument. Oui, oui. Si on étalait ça sur 10 ans, je pense que ça reviendrait au même. Parce que un des gros postes de dépenses, ça va être le remplacement des GV en 600 traités thermiquement. Donc qui sont essentiellement sur le 1300. Avec une programmation qui ressemble à la programmation qu'on a fait jusqu'à maintenant pour les GV plus anciens, ceux en 600 non traités thermiquement. Sauf que là, on n'avait pas optimisé la campagne. Voilà. Oui, je pense que alors évidemment, comme dirait l'autre, le vieillissement, il ne s'arrange pas en vieillissant. C'est-à-dire que, non mais, je veux dire, il n'est pas idiot de penser qu'à 40 ans, il y a plus de matériel qui sont à bout de souffle qu'il n'y en avait à 20 ans. Donc oui, il ne faut quand même pas aussi négliger cette dimension-là. Le vieillissement, c'est quand même comme ça, quoi. Donc c'est pas non plus étonnant qu'il y ait certains matériels qui ont eu 30 et qui ne tiennent pas 40. Donc il faut remplacer. Voilà, j'ai répondu à tout, à peu près. Bonsoir, merci pour votre brillante présentation, très claire. J'aurais bien votre éclairage sur les récents problèmes qui ont concerné, je crois, l'acier de certaines enceintes de confinement et qui ont entraîné l'arrêt de certaines tranches. Voilà, Oui, votre avis, oui, c'est très simple. Alors c'est pas. Alors bon, c'est arrivé. Moi, je suis en retraite depuis 3 ans, donc j'essaye de comprendre au vu de ce que je lis dans les journaux. Alors il faut décoder, hein, parce qu'il y a plein de bêtises. Puis en écrivant le bouquin, ça m'a amené à retrouver des collègues, donc ils m'ont un peu raconté, mais ça fait au moins 1 an que j'ai un peu perdu le fil. En tous les cas, ce que j'ai compris, c'est que, alors il s'agit d'acier, pas de l'enceinte de confinement, bien sûr, que le béton. Voilà. Donc, ou des cuves et ou des GV, des fentes GV. Je suis pas complètement sûr de mon information. Ce qui a été découvert, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est que c'est à la fois nouveau et pas nouveau. On découvre que certaines pièces ont un acier dont la teneur en carbone n'est pas celle qui était prévue. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est grave, docteur? Non, mais c'est pas ce qui était prévu. Donc c'est un écart, donc il faut le corriger. Oui, sauf que c'est un peu tard. Or, cette teneur en carbone anormale, elle vient de où? De la fabrication. Et là, c'est là où le problème devient plus technique du tout. En fait, c'est, ben oui, mais alors dans les rapports de fin de fabrication, pourquoi c'était pas écrit qu'il y avait une teneur en carbone qui n'était pas bonne? Ah ben parce que oui, ben non, mais oui, mais non. Si c'était écrit, mais c'était pas écrit, mais c'était un peu écrit, mais pas. Bon, imaginez le genre de discussion qu'il y a, parce que au moment de la construction des tranches, fallait construire les tranches, fallait sauver la France, fallait faire de l'électricité. Donc c'est vrai, quand vous regardez l'histogramme des âges, là, il y a des années où on avait 5 tranches qui se mettaient en route la même année. Imaginez, c'était un peu la bousculade. Alors dans la bousculade, est-ce qu'il y a des informations qui sont passées à la trappe? Ou est-ce que c'était écrit, mais que l'autorité de sûreté ne l'a pas vu? Ou que... Alors c'est pas l'autorité de sûreté à faire le travail bien, c'est déjà à Framatome. Mais EDF surveillait Framatome. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelait à l'époque la direction de l'équipement? N'a-t-elle pas vu que ces teneurs en carbone étaient anormales? Alors comment c'était écrit sur les rapports? Vous savez, c'est des fois un peu subtil. Vous avez plein de chiffres, on fait des essais. Par exemple, pour savoir la teneur en carbone, vous faites des essais. Vous faites 10 essais. Il y en a 9 qui donnent un résultat satisfaisant. 1 qui donne un résultat non satisfaisant. Vous faites quoi? Vous allez voir votre patron. Votre patron, il vous dit, écoute, tu m'emmerdes avec tes histoires. Voilà. Bon, ou vous vous dites, il y a un problème, il faut refaire des essais, il faut comprendre tout ça. Ou vous dites, bon, je suppose que ce 10e essai, il y a eu un bug, et je fais confiance aux 9 premiers.
Vous voyez que derrière, on revient dessus et on dit, mais il y a un essai que vous n'avez pas pris en compte. Ah non, mais sûrement il n'était pas bon. Ah oui, et pourquoi? Il y a 40 ans, monsieur. Voilà. Donc je crois que ça tourne autour de problèmes comme ça. Techniquement, franchement, il n'y a pas péril dans la demeure, pour autant que j'ai compris les teneurs en carbone qui étaient évoquées. Bon, c'est vrai que c'est hors de la fourchette normale. Et je ne pense pas que ça change quoi que ce soit au risque de rupture des cuves. Même si la présence de carbone, c'est pas l'idéal. Oui, vous avez terminé sur une note optimiste en disant le kilowattheure, le mégawattheure nucléaire, imbattable. Alors j'ai deux questions. Un, à combien vous chiffrez, vous, ce mégawattheure? Deux, ça en fera trois, excusez-moi. Dans ce prix, quelle est la partie qui est prévue pour le remplacement des outils en fin de vie, parce que ça finira bien par arriver. Oui. Et l'autre question, dans la presse actuellement, vous voyez des chiffres. Bon, le dernier que j'ai vu, 100 milliards pour la décontamination des sites nucléaires, ce qui ne me semble pas bon, pas élevé du tout, mais je voulais avoir votre avis de professionnel. Merci. Alors là, je suis piégé parce que j'en sais relativement rien. Là, je vais faire appel à Pierre, mon chef bien-aimé. Comment tu sais pas ça par cœur? Non, alors, que je sais, le prix de production, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Il faudrait demander à quelqu'un d'EDF qui sûrement, qui travaille encore à EDF et qui sûrement saura le prix de production. Sachant que le prix de production, c'est la conduite, plus la maintenance, plus le combustible, plus le remboursement, même si on commence à être au bout. Hein. Ce que je sais aussi, c'est que c'est moins cher que le charbon, pas énormément, mais un peu moins cher, sauf que le charbon, il a d'autres raisons pour ne pas être pris. C'est nettement moins cher, évidemment, que les turbines à gaz, et c'est plus cher que l'hydraulique. J'ai jamais dit que c'était le moins cher. Je dis c'est plus cher que l'hydraulique, sauf que l'hydraulique, quand les barrages ils sont vides, les retenues elles sont vides, bah, c'est fini. Et puis c'est peut-être moins cher que le solaire et l'éolien, et encore je demande à voir si on prend en compte l'investissement, et surtout si on prend en compte le retraitement des panneaux solaires, hein, arsénure de gallium ou je sais pas quoi, c'est des machins toxiques, ça va être une horreur. Bon, et ça c'est du silicium, à 95%. Oui, 95%. Bon, bref, voilà, donc je sais qu'en Europe, l'électricité produite par EDF au prix gros, hein, que vous pouvez trouver sur les marchés, encore faut-il savoir où aller chercher, on est parmi les moins chers d'Europe. Je crois que parmi les moins chers que nous, il y a la Suisse, mais évidemment parce qu'elle a beaucoup d'hydraulique et du nucléaire. Entre parenthèses, je termine, ça me fait rigoler quand les élus de Genève ont demandé la fermeture de budget parce que la centrale approchait 40 ans, était trop vieille. Les mecs qui sont élus de Genève, ils ne savaient même pas qu'en Suisse, il y a 2 centrales nucléaires qui sont beaucoup plus vieilles que Bugey. Bon, alors depuis qu'on leur a expliqué, ils ont un peu fermé. Là. Voilà. Bon, j'ai conscience de ne pas du tout répondre à votre question. C'est pareil pour le démantèlement. Tout le monde sait qu'il y a des provisions qui sont faites pour le démantèlement. Les uns disent c'est tout à fait insuffisant, les autres disent c'est suffisant. Je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de connaissance sur la question. Là j'aurais peut-être dû réviser mes classiques ou trouver quelqu'un qui puisse me répondre. Je dois avouer que je suis peut-être plus technique que je ne suis financier. Et sur cette histoire du prix de l'électricité, moi je ne sais pas quelle est la position d'EDF, j'allais dire. Le seul prix que j'ai pas marqué, que je connais, c'est le prix de la maintenance. 1,5 milliard par an pour les 58 tranches. Ça je sais parce que j'en ai été responsable suffisamment d'années, et qui est relativement stable. 1,5 milliard, et ça représente à peu près 1,5 milliard par an de maintenance courante. Hein. Ça représente à peu près la moitié du coût d'exploitation. Donc il y a 1,5 milliard pour la maintenance, 1,5 milliard pour la conduite et tout ce qui va autour, le reste. Après, vous savez que dans le prix, il y a aussi la question du prix du combustible. Alors là, moi, je ne suis pas habilité à vous dire le prix de l'uranium et le prix du combustible, et si vous trouvez quelqu'un qui est l'idée claire là-dessus, voilà. Je suis désolé de cette réponse. Oui ? Je peux ajouter 2 choses. Oui ? Je peux vous dire 2 choses. Le micro, Ouais. micro. Première question. Attendez, Pardon. On vous amène un micro. bon, mais j'ai le micro là déjà. La question, c'est prix du mégawattheure, c'est de l'ordre de 40 € le mégawattheure, production d'aujourd'hui. Ouais.
Donc c'est correct, oui, on est très bas. Mais le parc est en grande partie amorti. Pour le futur, on provisionne deux choses. Le démantèlement des centrales et le stockage des déchets. Sur le démantèlement des centrales, on est actuellement en train de démanteler 8 centrales. Donc on va affiner l'évaluation. Actuellement, on provisionne pas mal, mais on pourra, je dirais, combler s'il en manque, puisqu'on a encore du temps de fonctionnement devant nous. Autrement dit, le problème de la provision pour le démantèlement et le stockage peuvent encore être ajustés, puisqu'on n'est pas en fin de vie. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur, c'est ça? Non, pas spécialement. À quelques dizaines de milliards près. Sur l'ensemble du parc, il faut déjà travailler sur une tranche. Autrement dit, ce qu'on dit le démantèlement, c'est le retour au gazon. C'est ça. Oui, autrement dit, ça demande 30 ans. Voilà. Oui. Bien, ben, je pense que je vais continuer. Voilà. Donc vous avez évoqué deux menaces, et je pense qu'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé, il faudrait quand même les lister. Un, c'est la confiance du public. Et c'est Jean-Luc Galagardère qui disait, la confiance, c'est comme des allumettes, ça ne sert qu'une fois. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, bah, l'allumette, vous l'avez brûlée avec l'histoire de Paluel 2, où il y a quand même un GV, comme vous dites, de 450 tonnes qui est tombé. Oui. Simple affaire de manutention. Bon, d'accord. Oui. Mais, bon, attendez. Donc, deuxième question, et je reviens sur celle que vous avez dite, c'est l'économie. Il n'y a pas très longtemps, il y a donc l'électricité, le solaire et l'éolien, ça baisse considérablement. Il n'y a pas très longtemps, dans cette même salle, on a eu un exposé du directeur de l'ENS, je sais plus, enfin bon, qui s'occupe, enfin le directeur qui s'occupe des recherches sur le solaire et qui disait que le solaire ça baisse en permanence et les chiffres qu'il avançait c'était 70 € le mégawattheure dans un appel d'offres il y a 1 ou 2 ans à la Creux, et que dans les calculs on amortissait les coûts sur 15 ans. Donc ça veut dire que comme les panneaux solaires ils durent quand même plus de 15 ans, probablement, enfin après, c'est des coûts qui sont vraiment très très réduits. Voilà. Donc je voudrais que vous répondiez à ces deux questions-là. Oui. Et par ailleurs, bon, il y a quand même des choses qu'on a... Alors par ailleurs, quand on augmente la durée de vie, statistiquement, on augmente évidemment la probabilité d'avoir des accidents sur toute la durée de vie. Les accidents sur une installation nucléaire, c'est quand même pas rien. Premièrement. Deuxièmement, on augmente la production de déchets nucléaires. Et on sait que on sait pas. Hein. Et troisièmement, il y a toujours cette dépendance à l'extérieur pour l'approvisionnement en uranium. Et bon, la situation géopolitique, elle peut évoluer considérablement, notamment au Nigeria. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas les questions que je vous ai posées. Oui, ça viendra peut-être après. Oui, mais sinon j'aurais bien volontiers répondu. Il me semble souvenir que les sources d'uranium d'un point de vue géopolitique, il y en a dans tout un tas de pays qui ont des situations géopolitiques extraordinairement différentes, et que la probabilité qu'il y ait la révolution ou un drame, ou je sais pas quoi, dans tous ces pays à la fois, entre l'Australie, le Canada, l'Afrique, etc., c'est peu probable. Justement, l'un des avantages de l'uranium, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il provenait de pays ayant des situations géopolitiques très différentes, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas du pétrole, si on met à part le Venezuela. Bon, ça c'est mon point de vue, enfin c'est un point de vue. Donc vous avez dit que j'avais pas parlé de deux sujets dont j'ai parlé, quand même, je vais le signaler. Oui, la perte de confiance du public. Alors la perte de confiance du public, c'est on y répond comment? C'est le transparent, le grand déroulé, l'excellence au quotidien. Il faut être très bon. Si on est très bon, les gens nous font confiance. Très bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire sans incident de l'électricité sûre, propre et pas chère. Je rappelle que quand on... Alors, parce que vous disiez Paluel, là. Je m'excuse, mais pour moi, l'opinion des citoyens, c'est les lecteurs lambda. Vous sortez dans la rue, vous demandez aux passants qu'est-ce qui s'est passé à Paluel 2. Les gens, ils s'en foutent, mais alors comme de la dernière chemise. Ça, j'en suis certain. Et ce qui est intéressant, c'est que les enquêtes d'opinion qui sont faites tous les ans, une fois par an, EDF fait une enquête sur l'opinion vis-à-vis du nucléaire. Il y a toujours à peu près les mêmes résultats, 50-50, enfin un peu plus pour et puis un peu moins pour. En fait, c'est marrant parce que les gens sont pour qu'on continue les centrales existantes et puis ils sont plutôt contre qu'on en fasse des nouvelles. Bon, mais en gros, ils ne sont pas défavorables, ils sont plutôt favorables. Et les arguments, le premier qui vient, c'est le porte-monnaie. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est ce qu'ils disent. Mais de loin.
Ils sont absolument convaincus que leur électricité est moins chère grâce au nucléaire. Je suis pas en train de dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai, je dis c'est ça que pensent les gens. Donc l'opinion des gens, elle est plutôt globalement favorable, avec comme argument le porte-monnaie. Donc cette histoire d'incident, oui, s'il y en avait à répétition, peut-être, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être excellent dans la conduite des installations. C'est vrai qu'un incident comme un incendie de transformateur, c'est l'horreur, parce que sur le plan de la sûreté, c'est pas grave, seulement ça se voit à des kilomètres à la ronde. Et quand vous parliez d'incidents qui m'inquiéteraient, je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de participer, si j'ose dire, à des incidents bien plus gênants que le GV de Paluel. Alors c'est vrai que ça marque les esprits, mais pas très longtemps. Moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, plus personne s'en souvient. Oui, enfin vous parliez d'excellence dans la gestion quotidienne. Je trouve que un truc de 450 tonnes qui se casse la gueule, c'est quand même pas très bon dans la gestion quotidienne. Ah, là, je soupçonne que vous ne travaillez pas dans un industriel, parce que alors si vous travaillez dans une usine, je ne pense pas que vous auriez cette remarque-là. Attendez, vous transportez des charges lourdes depuis 40 ans, et il y en a une fois qui tombe, oui, bah alors... Bon, non, mais la vie dans une usine, c'est ça, non? D'accord. Bah, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui travaillent dans une usine? C'est votre réponse, bah alors. Bon, d'accord. Alors, passons à la suite, non, et puis j'arrêterai. J'exagère peut-être, hein, je sais pas, mais ça me paraît... Et puis l'autre question, c'était... L'autre question, c'est l'évolution des coûts de production d'énergie renouvelable. Oui, alors, attendez, là aussi, je l'ai mis, parmi les menaces, c'est écrit toutes les des coûts de production prohibitifs comparés aux moyens alternatifs, c'est-à-dire ceux que vous avez mentionnés. Je dis que c'est une menace, et que pour faire face, si on veut faire face à cette menace, il ne faut pas que les coûts de production augmentent. Ben, c'est la même réponse, pour ça, il faut être excellent. Si vous n'avez pas d'incident et si vous gérez bien votre installation, vous aurez le coût de production le plus bas possible pour du nucléaire. Maintenant, si le solaire arrive à être moins cher que le nucléaire, même excellent, moi j'ai pas d'état d'âme là-dessus, on fera du solaire. Je ne suis pas du tout en train de défendre, là j'ai peur que j'apparaisse comme un défenseur du nucléaire. Je vais vous le dire, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'en ai vécu et bien vécu, mais au fond je m'en fous, moi. C'est-à-dire que s'il y a un moyen moins cher, vite prenons le moyen moins cher. Alors là, sans aucune hésitation. Donc je ne suis pas en train de dire, oh là là, c'est un danger. Je dis que tant que le coût de production du nucléaire sera raisonnable par rapport aux moyens alternatifs, on gardera, enfin, on privilégiera le nucléaire. D'ailleurs, c'est ce que fait le RTE, puisque le RTE, il appelle les moyens de production par ordre de prix. Donc, il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Mais, qu'on soit clair, hein, si le solaire devient moins cher, bon, vous le prédisez, peut-être que certaines prédisent, ben, tant mieux. Moi, j'en serais ravi, j'aurai ma facture, elle sera moins importante. Enfin, oui, non, faut pas que je parle de ma part. Moi, tu veux ajouter un point? Pierre veut dire autre chose. Attendez, moi, je voudrais poser une question qui est plus technique. Qui est-ce qui a posé la question sur le solaire? Et vous? Si vous voulez, l'honnêteté consiste à comparer des kilowattheures identiques. Le solaire ne produit quand il fait clair et qu'il y a du soleil. Ce soir à 19h, il y avait la pointe de consommation. Solaire, 0. Donc autrement dit, on compare un kilowattheure intermittent à un kilowattheure pilotable et constant. Ça n'a rien à voir. Vous, quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous voulez du courant. Si vous n'avez que le solaire, vous ne l'aurez pas, sauf si on intègre dans le coût du solaire soit du stockage, soit des moyens de production complémentaires. Vous voyez, il faut comparer les choses comparables. Mais justement, c'est bien le problème du nucléaire, excusez-moi, c'est qu'aujourd'hui à 19h, il a fallu d'autres moyens de production que le nucléaire, et c'est donc aussi un des inconvénients du nucléaire. Bon, ça, c'est un inconvénient du nucléaire que d'avoir besoin d'autre chose. C'est un inconvénient, puisque vous dites que c'est un inconvénient. C'est original alors. Non, mais vous dites que c'est un inconvénient pour le solaire. C'est aussi un inconvénient pour avoir 75% de notre production nucléaire. Et qu'il faut des moyens complémentaires pour la pointe de production. Non, attendez, l'inconvénient du solaire... D'aller chez nos voisins ou d'aller chez... Non, mais l'inconvénient du solaire, on le comprend bien. L'inconvénient du nucléaire, on l'oublie toujours, c'est qu'il faut aller chez nos voisins ou mettre des moyens de production intermittents pour la pointe de production. Mais c'est un des grands problèmes de RTE. C'est pas inhérent au nucléaire. C'est une question de nombre de tranches. Le solaire intermittent, c'est inhérent au solaire.
Donc il ne peut pas faire autrement. Le nucléaire, si vous voulez qu'il approvisionne toute la France, tout le temps et toute l'Europe, il n'y a qu'à faire plus de tranches. Donc c'est pas inhérent à la technologie nucléaire. Franchement, ma question était donc, qu'est-ce qui se passe avec les centrales nucléaires dont on fait varier la production? Est-ce que ça n'accroît pas le vieillissement des cuves? Bonne question. Excellente question. Alors, ça a été une préoccupation pendant un moment. Dans un premier temps, la réponse est de dire non, on ne voit pas en quoi. Et puis, il y a eu des travaux très importants faits dans les années 90 sur l'effet du suivi de charge sur, je dirais, le vieillissement de l'installation. En disant, on va arrêter de dire qu'on croit que non, et on va tout passer en revue. Et d'ailleurs, pour ça, il y a une initiative excellente prise, c'était Laurent Stricker, qui a demandé au RTE, qui est 10 tranches, qui fonctionne en base, c'est-à-dire sans variation, pour plusieurs années, pour qu'on puisse vraiment sur le terrain voir les différences. Alors, en fait, il n'y a pas eu grande surprise. Alors, sur les cuves, ça n'a aucun effet, puisque, en gros, l'affluence, c'est-à-dire la quantité de neutrons, ne change pas, où on est sur des pouillèmes de pouillèmes, comparé à ce qu'on a vu, ça n'a aucun effet. Il y a un matériel, essentiellement un matériel, qui, entre guillemets, et on pouvait s'en douter, souffre du suivi de charge, ce sont les grappes de contrôle. Ben oui, puisqu'elles n'arrêtent pas de monter et descendre. Alors, on s'est dit, ça c'est évident, il va falloir, faut regarder ça. Ce qui est curieux, c'est que les grappes de commande, alors, les grappes de contrôle, qui sont le plus usées d'ailleurs, c'était même pas celles-là. Alors pourquoi? Parce que elles n'arrêtent pas de monter et descendre. Donc elles s'usent au passage, dans les cartes de guidage. Et puis vous avez les grappes, ça c'est les grappes qui servent au téléréglage, au réglage. Puis vous avez les grappes d'arrêt d'urgence, d'arrêt automatique, qui elles restent en permanence au même endroit. On va se dire, elles s'usent pas. Ben si, parce qu'elles sont suspendues, elles vibrent, et en vibrant, elles font un phénomène de fretting corrosion contre les cartes de guidage, et en fait, les crayons de grappe qui sont le plus usés, c'était ceux qui bougeaient pas du tout. Bon, alors après, on les a remplacés, on a durci les crayons, enfin, le constructeur a durci les crayons, on a sorti le problème. Il n'en reste pas moins que, oui, le suivi de charge provoque un vieillissement plus rapide des grappes de contrôle, mais les grappes de contrôle, s'il y a un matériel qui est facile à remplacer, puisqu'on les retire tout à chaque fois, c'est ça. Après, c'est une question de finance. Voilà. On n'a pas trouvé d'autres matériels sur lequel le suivi de charge provoque une évolution significative du vieillissement. Voilà. Uniquement les grappes de contrôle, et d'un point de vue économique, franchement, il vaut mieux faire le suivi de charge, et puis remplacer les grappes, qui, comme je l'ai dit, de toute façon, même quand elles ne bougent pas, s'usent. Voilà la réponse. Oui? Oui. Je vais vous demander quelle est la philosophie d'un exploitant d'un parc de centrales nucléaires comme EDF. Est-ce qu'il se dit, en faisant des opérations de maintenance, je vais toujours avoir 20 ans devant moi, et donc je pourrais me retourner s'il faut changer les moyens de production, passer à autre chose, ou faire des centrales différentes, etc. Ou est-ce que c'est optimiser une date butoir et de se dire, avec les opérations, etc. que je peux faire, je vais viser 80 années de durée, et puis je sais que d'ici les 80 ans en question, avec quelques centrales nucléaires nouvelles éventuellement, je vais devoir préparer progressivement d'autres moyens de production. Est-ce qu'il y a une philosophie claire qui est, comment dirais-je, connue, publique, chez EDF par exemple, ou d'autres exploitants? Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne suis plus, j'ai plus aucune responsabilité à EDF. Donc pendant longtemps, donc dans quel esprit on vous a demandé de travailler? Je ne sais pas si c'est peut-être une question idiote. Ça, mais... Non, c'est pas du tout une question idiote, parce qu'elle m'a tracassé. D'ailleurs, j'avais proposé à l'époque où j'étais à la R&D des programmes de R&D pour travailler là-dessus, puis on m'a envoyé promener en disant tu nous casses les pieds, fais donc voilà. Oui. Alors, jusqu'à récemment, donc je peux pas dire là aujourd'hui si les esprits changent ou pas, mais jusqu'à récemment, vous avez tout à fait raison, et c'est peut-être pas très raisonnable, on vivait sans buter. C'est-à-dire finalement, on vivait un peu comme si ça allait durer indéfiniment. C'est-à-dire que l'idée d'une fin de vie, à une date donnée, ne rentrait pas dans les analyses de stratégie.
D'ailleurs, je vous ai montré tout à l'heure un modèle, là, le modèle en avenir incertain, l'évolution de la vanne des tranches. Il y a l'axe des abscisses, là, ça s'arrête pas, quoi. On faisait des travaux en poussant au bout. Bon, évidemment, après, on est limité par la taille de la feuille de papier. Et les stratégies étaient optimisées dans ce sens-là. Et ce modèle dont j'ai parlé, des analyses de la vanne en avenir incertain, au départ, il a été conçu à la R&D, où j'étais, dans l'idée, on va commencer à essayer d'imaginer ce que serait la date butoir de fin de vie des tranches, l'une après l'autre, pour intégrer ça dans l'optimisation des campagnes industrielles de rénovation, de modification. Et là, la doctrine officielle d'EDF, ça a été de dire « niet ». On n'évoque pas l'idée qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire, on continue à travailler comme si l'avenir était infini. En fait, ça revient à dire ça. Bon. Alors, je pense que quand on est en début de vie, c'est raisonnable. À 20 ans, 30 ans, ça l'est. Je ne serais pas étonné qu'en approchant 40 ans, les patrons d'EDF commencent à se dire, bon, il faudrait peut-être à réfléchir à comment tout ça va s'arrêter, pour penser aux moyens qui vont venir derrière. Ce qu'on observe dans beaucoup de pays, et dans beaucoup d'industries, c'est que ce qui motive le plus, oui, j'aurais dû le mettre dans la liste, ce qui motive le plus l'arrêt d'un outil industriel, c'est qu'il y en a un autre plus performant qui arrive. C'est le cas. Hein? Ah ben ça, j'ai pas encore vu ça. Vous parlez de Flamanville 3? Ah oui, le solaire. Ah oui, pardon. Oui, non, mais en plus, j'étais... Non, je comprenais pas. Je me suis sûr que j'étais de bonne foi que j'avais pas compris. Oui, je suis un peu lourdingue, mais... Oui, ben, pourquoi pas? Non, mais... Écoutez, franchement, je pense que si le patron d'EDF... Il a un grand toit avec beaucoup de... Si le patron d'EDF et si le président de la République, enfin, je sais pas lequel, enfin, un président de la République, si on leur disait, demain matin, pour pas un rond, je vous installe du solaire et ça remplace toutes les centrales nucléaires, tout le monde dira oui. Pourquoi on dirait non? Non mais on n'est pas marié avec le nucléaire, simplement. Ah ben, peut-être qu'il y en a, mais moi non. Hein. Alors là, franchement, non, moi je me vends au plus offrant. Et pour l'instant, je suis désolé, mais quand je compare les performances, ce que disait Pierre Carlet, il n'y a pas photo. Bon, alors demain, tant mieux, si c'est mieux demain. Moi, je suis ravi que mes enfants n'aient ni nucléaire, ni charbon, ni rien. Même s'ils pouvaient ne pas avoir d'électricité, et puis que ça vienne, je sais pas comment, et puis si possible pas d'ordinateur, ça serait encore... moi, je suis plutôt retour aux cavernes. Mais voilà. Retour à la bougie, ça suffira. Comment? Retour à la bougie, ça suffira. Ça fait du CO2? Des particules, et surtout des micro-particules. Des micro-particules, mon Dieu. Bon. Donc la question de la date butoir, c'est pas encore posée officiellement. En tous les cas, moi je la connais pas, et en tous les cas, j'ai entendu aucune communication officielle d'EDF là-dessus. Je crois pas, hein? Non, il n'y en a pas. Hein. Bon. Puis je veux pas en dire. Oui, je pense qu'ils sont prudents. Vous savez, encore une fois. Votre dire c'était 80 ans. Donc on peut dire. Oui, avant, pardon. Bah non, mais avant. Je suis trahi par. Non, mais ça. Toujours les titres ne correspondent pas à ce qui est dans l'article. Non, mais si, c'est parce que avant, le défi c'était de faire 60 ans. Et puis maintenant que tout le monde dit 60 ans, je me suis dit, bah, faut que je mette autre chose. Ça fait ringard de mettre. Regardez les cathédrales, les pyramides. On a des barrages qui ont plus de 100 ans. Oui, voilà. Personnellement, je suis pas contre. Si on fait 80. Si ça marche. Il faut être capable. Il y avait un petit côté. Il y avait un petit côté. Je fais plus fort que ceux qui disent 60. Quoi. Je vais poser une question là. Et la génération 4 alors, par rapport aux 80 ans? Alors, c'est une bonne question parce que on parlait tout à l'heure des dates butoirs. Est-ce qu'il y avait des réflexions? Alors moi, je me souviens. Au début des années 2000, c'était Bernard Duprat, je crois qu'il était, et qui se baladait avec un schéma qui montrait, mais encore une fois, en prenant le problème dans l'autre sens, en essayant d'imaginer, alors c'est le CEA qui lui avait donné les billes, ce que serait le déploiement et l'implantation, enfin le déploiement des centrales de 4e génération. Alors à l'époque, on était sur soit un genre rapide sodium, c'était la mode du VHTR aussi à l'époque. Donc il avait demandé au CEA des chiffres, comme ça un peu pifométriques, sur ce que serait le déploiement des réacteurs de 4e génération, et il en avait déduit
ce que serait la période, le programme de fin de vie des REP actuels, mais qui était calqué non pas sur une réflexion sur leur durée de vie possible, mais sur l'arrivée des quatrièmes générations. Encore une fois, ça ressemble à ce que je disais, c'est l'arrivée d'un truc nouveau. Or depuis, il me semble que les idées sur les perspectives des quatrièmes générations, est-ce que je me trompe si je dis que ça prend 1 an tous les ans? Ça décroît. Ça décroît, c'est-à-dire... C'est-à-dire que l'échéance est de plus en plus longue. Ah oui, c'est ce que je voulais dire, oui, c'est ça. Donc du coup, je suis pas sûr que ça puisse aujourd'hui nous servir de guide pour donner un objectif industriel à la fin de vie des REP. Parce que si on fait ça, il faut être sûr de son coup quand même. Oui, parce que moi j'ai travaillé au CEA et comme vous dites, on nous présentait des plans de remplacement progressif des REP par les générations 4. Oui, mais ça doit être les mêmes courbes, j'en ai là sur l'ordinateur. Oui. Bon. En tout cas, la mise en service. Le premier réacteur Astrid de 4e génération est prévu pour 2040. Oui. Et je travaille dessus actuellement. Et sur l'aspect numérique, modélisation et développement de code de calcul. Oui, et Astrid, ce n'est qu'un prototype de recherche. Tout à fait. On n'est pas du tout le réacteur. Les courbes auxquelles je fais allusion, j'en suis sûr, je me souviens, les premiers 4e génération, puis on se baladait à la Commission européenne avec ça, ça faisait hurler tout le monde, ils étaient en 2025. Et c'était des courbes, ça datait de la fin des années 90. Quoi. Donc il y avait cette idée... En deuxième phase de pré-production. D'accord. Bon. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, écoutez, on remercie beaucoup l'orateur. Merci.